Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. 13 mai, déjà le 13 mai 2023. Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça se voit. Bon, bah tant mieux. Qu'est-ce que vous avez essayé cette semaine? Qu'est-ce que j'ai? Une voiture que... Ah bon, c'est pas... Oui, une voiture. Ouais. Non, alors l'essai de la semaine, je ne l'ai pas essayé cette semaine. Non, mais c'est la Suzuki Sways. Ça, c'est celui de cette Alors vous d'aujourd'hui. allez me dire, mais ça y est, il a perdu la tête parce que la Sways, il l'a déjà essayé il y a 2 ans. Oui, mais elle a été modifiée. C'est un clone de la Toyota Corolla et la Corolla vient d'évoluer, donc la Sways a évolué aussi. Et comme on verra je sais que vous... si c'est mieux ou moins bien. Vous essayez des véhicules toutes les semaines. Cette semaine, vous étiez sur quoi? On verra plus tard. La Toyota Corolla, justement. Ah c'est drôle. Allez, on va parler de voitures, vous en rendez compte, avec vous aussi au 0826 300. On va parler pas que d'automobile, parce qu'on parle de tout ce qui concerne la mobilité, les lois, tout ce qui se passe dans notre monde. On va parler de la voiture autonome, on va commencer. Oui. Alors, est-ce qu'il faut encore croire à la voiture autonome ? On peut vraiment se poser la question, d'une part parce que les constructeurs lâchent plus ou moins l'affaire les uns après les autres. Le dernier, c'est Renault qui a annoncé que la voiture autonome, en gros, c'était une chimère et qu'il y aurait pas de voiture autonome dans un avenir proche. Même des constructeurs très avancés comme Tesla ou Mercedes semblent dire la voiture autonome, attention, c'est-à-dire totalement autonome, celle où on monte dedans, il n'y a pas de chauffeur, elle va d'un point A à un point B sans que personne lui demande quoi que ce soit. C'est peut-être pas pour tout de suite. Et puis même, alors la ville la plus avancée du monde en la matière, c'est San Francisco. Et à San Francisco, à part les touristes qui trouvent rigolo de faire un tour en voiture autonome, puisque l'expérimentation a lieu en grandeur réelle là-bas, tous les autres, les automobilistes, même les secours d'urgence, tout le monde râle après ces voitures autonomes qui font beaucoup de bêtises, voire même qui créent des accidents. Exactement, on en parlera en détail dans notre rendez-vous. Faut-il encore croire à la voiture autonome? C'est dans quelques minutes. L'essai de la semaine, vous l'avez entendu, ce sera la Suzuki Sways. On aura aussi une vraie question sur le rétrofit et pourquoi on a l'impression que ça n'avance pas. Oui, pourtant on vient d'annoncer de nouvelles aides pour le rétrofit, mais il n'y a toujours pas d'homologation, il n'y a toujours pas de voiture rétrofitée qui roule, hormis quelques exemplaires, on va dire atypiques, mais le vrai gros des voitures autonomes n'arrive pas. On se posera la question, qu'est-ce qui cloche avec la voiture rétrofitée? Côté classique car, ce sera en deuxième heure, on va fêter les anniversaires. Alpine, il y a 50 ans, remportait le championnat du monde des rallyes. Exactement, et on aura quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui était au volant il y a 50 ans pour conduire les Alpines. Je me suis dit, ça sera encore mieux d'avoir quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Ça sera Bernard Darniche, ancien pilote de l'équipe Alpine championne du monde à l'époque. Bon, pilote de rallye, je ne vais pas vous présenter Bernard Darniche, qui garde, mais alors c'est ça qui est incroyable, tellement bon pied, bon oeil, que je me demande s'il n'a pas un secret caché de jeunesse éternelle. Je crois que c'est la passion de la vie, non, mais rencontre. Je sais ce que c'est. Il y a 2 roues et des pédales au milieu. Un vélo. Ouais. Exactement, c'est un grand cycliste d'ailleurs. Et puis, on va aussi évidemment donner un petit coup de casquette, un petit coup de chapeau à tous les amoureux de la moto, parce que c'est le Grand Prix de France MotoGP qui se passe au Mans cet après-midi, toute la journée, en particulier cet après-midi. Donc je sais que vous êtes nombreux, amis motards et passionnés, à nous écouter. La page Facebook fonctionne ce matin, donc vous pouvez nous retrouver. Et c'est pas de notre faute quand ça fonctionne pas, c'est vraiment Facebook, faut le dire, parce que Bastien, lui, c'est notre magicien, il sait tout réparer, mais ça, il n'y arrive pas parce que il n'a pas la main dessus. Vous nous retrouvez donc en direct sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez retrouver la communauté qui nous suit depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, échanger entre vous. Et vous nous appelez dès maintenant pour intervenir dans notre émission. Jordan vous attend au standard de Sud Radio, 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Faut-il encore croire à la voiture autonome? On reçoit Guillaume Crunel, qui est associé responsable industrie automobile au cabinet Deloitte. Bonjour Guillaume, heureuse de vous retrouver ce matin. On se quitte plus, nous. Voilà, bonjour à tous. Nous, on s'était quittés pendant un petit moment. J'avais souvent Guillaume avec moi dans ma vie passée. Et puis là, on s'est rappelé cette semaine. Bon, on a passé cool. Une bonne heure au téléphone et encore. On va continuer. Alors, nous, pour la petite parenthèse, on s'est vu cette semaine, parce Guillaume était un de mes invités pour l'émission Mobility TV, et on s'est retrouvés, c'était jeudi d'ailleurs. Alors, Guillaume, sur le cabinet Deloitte.
Ah oui, nous sommes un cabinet de services mondial, plus de 300 000 personnes qui accompagnent les grands clients et en particulier le secteur automobile dans ses transformations et sur un certain nombre de grands sujets d'actualité, dont celui du véhicule autonome. Bon, Guillaume, ça fait un moment que vous suivez les progressions de la voiture autonome. On en a déjà parlé de multiples fois depuis qu'on se connaît. J'ai le sentiment que autant c'était au cœur de l'actualité automobile il y a 10 ans, aujourd'hui ça l'est franchement moins. On a même Gilles Leborgne, qui est le directeur de l'ingénierie de Renault, qui a dit carrément la conduite autonome, c'est un serpent de mer. Alors vous en pensez quoi, vous ? Bon, je pense que très clairement, on est dans une phase de retour de hype, comment aime le dire. On en a beaucoup parlé, on y a beaucoup cru, on a beaucoup prédit, et puis la transformation n'est pas venue. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on se remettait en 2010, aujourd'hui, on serait tous en train de regarder des films Netflix dans des voitures qui conduisent à notre place, et le volant serait un lointain souvenir. C'est pas ça la réalité. Pour autant, est-ce que le véhicule autonome est totalement enterré ? Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est un horizon qui a été largement rallongé, et je pense qu'entre ce qu'on promettait et ce qu'on aura, il y a une différence. Mais en tout cas, il y a les millions, voire je dirais même les milliards qui ont été investis, à un moment vont servir. Oui, parce que les constructeurs ne sont pas les seuls à douter, hein. Il y a aussi les États qui doutent, parce que le cadre juridique est un petit peu compliqué. Une voiture autonome qui a un accident, qui est responsable ? Est-ce que c'est le gestionnaire de la voirie ? Est-ce que c'est le constructeur de la voiture ? Est-ce que ce sont les occupants ? Enfin, on peut se poser la question. Personne n'a encore tranché en la matière. Non, mais d'un point de vue juridique, la question se pose depuis le premier jour. Qui prend la responsabilité qui incombe aujourd'hui sur les épaules du conducteur dès lors que celui-ci ne conduit plus. Donc ça, c'est des choses qui sont sur la table depuis le début, sur lesquelles le réglementaire va évidemment plus lentement que la technologie. Il y a des initiatives autour du fait que dès lors, quand on parle de niveau 3, c'est-à-dire que vous pouvez déléguer... Ouais, est-ce qu'on peut préciser, Guillaume, repréciser les différents niveaux de conduite autonome et expliquer où en sont les voitures aujourd'hui qu'on qualifie d'autonomes ? Parce qu'il y a des constructeurs qui vendent des voitures en disant, voilà, il y a du pilotage automatique, entre guillemets, c'est pas vraiment du pilotage automatique, c'est plus semi-autonome. Donc, c'est quoi les niveaux ? Vous avez raison, il faut préciser ce que ça veut dire. Là, il y a une classification internationale qui va de 0 à 4 ou de 1 à 5, mais qui dit que grosso modo le véhicule qui est totalement dispensé de la présence humaine, qui a même plus de volant, lui c'est un niveau 5. À un niveau 1, grosso modo vous enlevez les pieds. À un niveau 2, vous enlevez les mains, mais vous êtes responsable, c'est-à-dire que vous êtes hands off, c'est-à-dire les mains en dehors du volant. À un niveau 3, vous pouvez arrêter de regarder, donc c'est-à-dire que le véhicule va conduire lui-même dans certaines situations, ce qu'on appelle eyes off en anglais. Et puis les niveaux 4 et 5 sont des niveaux d'autonomie totale. Le niveau 5, lui, pouvant considérer toutes les situations possibles de conduite, et le niveau 4 se limitant à un certain nombre de trajets préalablement définis. Donc aujourd'hui, les systèmes d'assistance très avancés à la conduite tels qu'on les connaît aujourd'hui, et dont on a beaucoup fait de publicité parfois un peu à tort en termes de vocabulaire, sont des niveaux 2, c'est-à-dire la capacité de lâcher les pieds, de lâcher les mains de manière temporaire, mais d'être toujours responsable et à chaque moment de la conduite du véhicule. On reviendra sur ça, sur le niveau 2 et 2+, parce que je peux le dire, vous possédez une Tesla, donc qui est un des véhicules les plus avancés en matière de conduite semi-autonome. Donc on profitera de vous avoir à l'antenne pour avoir votre propre expérience sur ça. Mais avant, je voudrais qu'on aille dans le laboratoire, puisqu'il y a une ville dans le monde qui est plus avancée que les autres, parce qu'il y a la Silicon Valley qui est à proximité, c'est San Francisco. Là-bas, il y a 2 expérimentations qui sont menées, une par General Motors et l'autre par Google, qui ont mis des voitures autonomes en circulation dans la circulation. Or, on fait plutôt des tours de manège avec ces voitures-là. Les touristes sont ravis. En revanche, les automobilistes le sont pas du tout, parce que ça crée à la fois des embouteillages inutiles. En plus, les voitures ne réagissent pas forcément bien à certaines situations. Ça fait hurler la police, les pompiers. Parce qu'une voiture autonome qui arrive sur le lieu d'un accident, s'il y a des bandes qui délimitent, elle va passer à travers. Si vous avez un câble électrique qui est tombé sur la route, et c'est arrivé, c'est pour ça que je le dis, elle va rouler dessus avec toutes les conséquences qui peuvent en découler pour les occupants du véhicule. Ça tombe bien, ce jour-là, la voiture, elle était vide. Donc, en fait, l'expérimentation semble montrer que c'est pas une bonne idée.
l'expérimentation montre que c'est une expérimentation et donc on est là pour apprendre et que la route vers le véhicule autonome est probablement plus longue que celle qu'on avait envisagée. De manière claire, on a des expérimentations qui sont en cours, sont à un niveau 2 d'avancement. C'est-à-dire qu'au début, on a la preuve du concept, c'est ce qu'on a pu voir au début dans les rues avec des véhicules qui roulaient avec d'autres véhicules témoins qui les suivaient. Maintenant, on a un service qui est mis en place. On a deux que vous avez évoqués, celui de Cruise et celui de Waymo. À ce stade, on est dans des choses à petite échelle. Elles sont limitées à 2 villes, puisqu'il y a San Francisco et Phoenix aujourd'hui, avec des aléas que vous évoquez, mais qui sont ni plus ni moins celles qui arrivent dans la vraie vie. Alors, dans la vie. Donc voilà, on n'y est pas, mais on n'y est pas encore. Mais on n'y est pas encore, et je suis assez d'accord avec Guillaume, parce que souvenez-vous, d'ailleurs il y a l'armée qui travaille beaucoup sur des véhicules autonomes. Oui, il y a longtemps que la DARPA veut faire fonctionner des véhicules sans conducteur. L'armée, on a Internet qui est arrivé par l'armée. Vous avez vu le développement de l'Internet depuis qu'on Oui, mais là ça maintenant. semble beaucoup plus complexe Peut-être, mais c'est plus complexe de faire rouler une voiture toute seule que de faire voler un avion tout seul. Jean-Luc, on est d'accord, sauf que dans l'expérimentation humaine et dans toutes les grandes évolutions qui a eu lieu, il y a toujours eu un laps de temps. Il y en a certains qui ont demandé plus de temps que d'autres. Moi, je suis assez comme Guillaume. Moi, je pense que la voiture autonome, peut-être que vous et moi, on va pas la voir, mais elle va arriver. Il faut du temps, mais je pense que... Je pense que sur le fond, être prophète en matière de technologie, c'est extrêmement compliqué. Et généralement, on se trompe. Ouais. Maintenant, entre le véhicule autonome absolu qui remplace le conducteur de manière définitive, probablement extrêmement coûteux et qui arrivera dans un horizon probablement plus lointain que prévu, et je suis d'accord avec ce que disent nos grands constructeurs aujourd'hui, entre ce qu'on a aujourd'hui, qui est déjà de très bonne qualité, et ce qui va pouvoir être fait, il y a un axe de progrès très très important qui va pouvoir augmenter la sécurité des gens, le confort. Ce qui est déjà un peu le cas. Voilà. Alors c'est déjà le cas. Ça progresse bien, c'est là qu'on va partager nos expériences avec Guillaume. Moi j'essaie des voitures en permanence toutes les semaines. J'ai vu les progrès par rapport au premier véhicule qui était dit entre guillemets autonome, moi je dirais plutôt semi-autonome, où on se retrouvait avec des fois un coup de frein inopiné, avec un risque d'accident, parce que si quelqu'un vous suit alors qu'il n'y a pas de danger, que la voiture freine toute seule, vous pouvez vous faire percuter. Avec des fois, quand on est sur l'autoroute, avec une courbe qui se resserre, étant donné que la voiture n'a pas le droit, le système robot n'a pas le droit d'appliquer une force au-delà d'un certain couple, parce que c'est réglementaire sur le volant, pour que évidemment vous puissiez vous corriger vous-même, la voiture dans la courbe, déconnecter automatiquement le pilote, et vous retrouvez d'un coup à changer de fil avec une alarme qui se met à retentir. Donc j'ai eu plein de cas de figure comme ça, arriver dans un péage avec la voiture qui est normalement censée ralentir toute seule, et la voiture à 100 mètres du péage est toujours à 130 km/h. Donc vous êtes obligé de planter les freins. Tout ça, ça m'est arrivé. Donc dire la voiture autonome aujourd'hui, oui, ça a progressé. C'est utilisable dans certaines conditions très précises. Vous, Guillaume, vous l'utilisez comment, votre Tesla ? Qu'est-ce qu'il y a d'autonome pour ceux qui n'ont jamais monté dans une Tesla ? Qu'est-ce qu'il y a d'autonome ? Je crois que je suis pas là pour faire non, mais il y a deux marques, on peut le dire, il y a deux marques qui sont un petit peu au-dessus du panier. Il y a Tesla et il y a Mercedes. Non, je pense que ce qui est important, c'est que le véhicule prend en charge un certain nombre de fonctions qui sont de l'ordre de la délégation de conduite partielle, c'est-à-dire la capacité à se détendre, à se relâcher, à rester conscient, mais à avoir une expérience de conduite beaucoup plus facilitée sur un certain nombre d'environnements. Ce qui me semble important derrière tout ça, c'est que la révolution qui est permise aujourd'hui par ce type de véhicule et qui est en train d'être adopté par toute l'industrie, c'est ce qu'on appelle le software defined vehicle, c'est-à-dire le véhicule qui est ordinateur, celui qui peut apprendre, celui qu'on peut mettre à jour comme un téléphone. Et c'est ça la grande promesse qu'on voit aujourd'hui sur un certain nombre de véhicules, un certain nombre de marques, mais qui va se généraliser. C'est un véhicule qui va pouvoir être mis à jour, dont on peut avoir des nouvelles versions qui vont arriver de manière régulière, comme c'est déjà sur le cas de votre téléphone, et du jour au lendemain, il fera des choses un peu mieux que la veille. Et je pense que ce qu'on a pu voir sur certains constructeurs au cours des dernières années, c'est ça, simplement une voiture qui
à qui on déléguait la conduite avec une expérience qui était relativement heurté, on va dire ça comme ça. Et qui petit à petit arrive à avoir une conduite fluide, beaucoup plus fluide, plus agréable, plus sécurisée, parfois totalement invisible pour les passagers. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'entre ce qu'il y a eu il y a 3 à 4 ans et ce qui a évolué sur les mêmes modèles jusqu'à maintenant, on a une expérience qui s'est améliorée. Donc c'est ça la promesse. Jusqu'où ça ira, je n'en sais rien, mais en tout cas l'idée qu'on va acheter des véhicules aujourd'hui qui s'amélioreront au fil du temps sans avoir à les changer est quand même une promesse tout à fait intéressante de l'industrie, et on n'a pas besoin d'avoir un véhicule totalement autonome pour ça. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup Guillaume. À bientôt. Merci de votre regard. On aura bientôt Guillaume, on parlera des marques chinoises qui risquent de débarquer bientôt en masse sur le marché européen. Je connais bien le sujet. Voilà. Guillaume on aura le plaisir de vous retrouver prochainement, associé et responsable d'industrie automobile chez Deloitte, le cabinet dont on parle beaucoup en ce moment. Merci beaucoup. Dans quelques instants, c'est un autre Guillaume qui nous rejoint et ce sera la première question de cette émission au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous êtes déjà nombreux sur la page Facebook de Sud Radio à nous retrouver. Stéphane, évidemment, le 3e co-animateur de l'émission, omniprésent, qui donne son avis, qui échange avec vous. Bonjour à Michel, qui aura une question à nous poser. On va la garder pour midi. Tiens, vous avez des questions à poser, allez-y, n'hésitez pas. Sur la voiture, la peinture de sa Golf qui se décolle, par exemple. On a Redouane également, qui nous dit bonjour. Et on va accueillir également Guillaume, à qui nous allons dire bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Au 0826 300. Vous allez bien? Maintenant, oui. Oui, il est rentré vivant, mais voilà, il a un périple à nous raconter. Je trouvais ça intéressant. Alors bon, les loueurs vont encore se faire épingler, mais quelque part en ce moment, c'est normal, puisque en plus, ils veulent même pas prendre la parole. Donc ça va être à charge. Alors, on vous écoute, Guillaume. D'accord, merci de prendre mon témoignage. Donc j'ai loué chez Virtuo une X1 S-Drive, donc c'était à peu BMW, près on précise pour. Oui. Et propulsion. Et donc c'était 20-25% moins cher à peu près que les autres loueurs. Je l'ai récupéré, il n'y a personne, donc je l'ai récupéré dans un parking de Charles de Gaulle entre midi et 2. Un petit tour vite fait dans un parking sombre. La voiture avait l'air OK. Et le lendemain, on partait pour un road trip en Italie du Nord. Et donc on a pris des averses. Alors vous l'avez payé combien par jour, si c'est pas indiscret, cette Alors par X1 jour, je ne me souviens plus, mais c'était en total 757 € pour 11 jours. Donc il faudrait faire la division. Donc ça fait un peu 60-65 €, je pense. Et Virtuo, c'est en ligne, hein? Ouais, tout en ligne. C'est pas mal, ouais, tout en ligne. Une clé virtuelle, donc on n'avait pas de clé à se trimballer quand on visitait. C'était pas mal. C'est la clé est sur le téléphone, en fait. On télécharge une clé sur le téléphone. Donc ça, c'est pas mal. Et donc en Italie du Nord, on s'est pris des averses. Et après les averses, j'ai fait des méchants aquaplaning. Des trucs qui font peur, quoi. Donc perte de contrôle, donc bien serrer les fesses, pas bouger, pas faire de gaffe. Oui, alors on va préciser pour ceux à qui ça arriverait, parce que là il y en a dans les Pyrénées là qui vont avoir un peu de pluie aujourd'hui. Ouais. Quand vous êtes en aquaplaning, vous touchez à rien. Surtout, vous ne sautez pas sur les freins. Alors ça, c'est le réflexe à ne surtout pas avoir, puisque l'aquaplaning, c'est le pneu qui n'évacue pas suffisamment l'eau en général, parce que soit on roule trop vite, soit les profondeurs de sculpture sont trop faibles. Donc on se retrouve avec un matelas d'eau. Donc votre pneu il flotte. Donc c'est un manque d'adhérence. Si vous freinez, il n'y a déjà pas d'adhérence, vous imaginez que vous allez empirer la situation. Donc vous lâchez l'accélérateur et vous ne touchez pas au volant, vous ne touchez à rien. Vous attendez que l'adhérence revienne et ensuite vous ralentissez. Mais pas de coup de volant, pas de coup de frein, sinon vous allez partir en tête à queue. Et puis de toute façon, on commence aussi par lever le pied dès qu'on a des conditions météo où ça flotte trop fort. On lève le pied s'il vous plaît. Quand il pleut, il faut... On continue donc. Oui. Sous la pluie, 110, en Italie aussi. Et donc j'ai vérifié les pneus à la ville d'après et en fait ils étaient usés aux témoins, et même des fois les témoins étaient usés. Après, en mesurant pied à coulisses, des fois ça faisait 1 mm là, sur la partie centrale de la bande de roulement. Ouais. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'en fait cette voiture, parce que c'est 1,8 mm, la réglementation, cette voiture ça fait déjà plusieurs milliers de kilomètres qu'elle roule avec des pneus usés. Donc c'est juste scandaleux. Bon, alors la suite. Donc le soir, là, j'ai envoyé des mails. Alors j'avais des réponses dans la foulée, mais
La première réponse était vérifier la pression, mais non, c'est pas un problème de pression. Après, et puis comme c'était dans des hôtels, on changeait d'huile tous les 2-3 jours, donc ça c'était assez épisodique, quoi. Et donc après c'était de demander l'avis à un mécano, mais on est dans des vieilles villes, donc finalement je trouve un mécano qui dit évidemment pericoloso. Ah oui, ça. Ouais, voilà, et puis molto pericoloso. Bon voilà, faut changer les pneus. Ah oui, faudra payer. Il fait non, je vais pas payer. Ah non, vous payez pas, mais vous avancez les frais. Bon, d'accord. Et il faut aller chez Speedy ou Noroto. Ah, oui, en Italie, c'est pas facile. Ouais. Alors il y en a peut-être. J'ai pas fait l'enquête. Enfin bref, c'est le 11 mai finalement. J'ai reçu un mail le 11 mai matin pour me dire ok, on attend la facture et puis on vous rembourse sous 3 jours. Ouais, vous êtes gentil, mais c'était le jour où je rendais la voiture. Donc j'ai rendu la voiture, pas un mot d'excuse, zéro empathie, pas de geste évidemment. Et les questions, outre le témoignage, la question que j'avais, c'était, voilà, on en a parlé un peu, c'est une propulsion. Donc si les pneus avant sont usés, c'est qu'ils les ont déjà intervertis. Ils les ont déjà intervertis, oui, bien évidemment. Donc ils étaient au courant. Après, sur l'aquaplaning, heureusement que c'était en ligne droite, parce que si on fait de l'aquaplaning en courbe, on sort. Vous auriez pu avoir un accident très grave. Mais alors, la morale de ça, c'est que les loueurs low cost, là, vous aviez, c'était Virtuo. Il y en a d'autres, il y a Goldcar, et on pourra en citer plein. Vous mettez, alors je vais le dire, je vous mettez en danger. Et je vais le dire d'autant plus que Goldcar, par exemple, en Italie, ils ont été condamnés. En plus, vous n'avez pas d'interlocuteur au moment où vous récupérez la voiture, vous n'avez pas d'interlocuteur au moment où vous rendez la voiture. Vous allez économiser un peu. Alors, quoique déjà, je trouve que 757 € pour un jour, c'est un peu cher. Parce que le loyer d'une BMW X1, sur un mois, ça doit tourner autour de 350 €. Donc, ils font une marge assez... Un loyer quand on prend en LOA. Quand vous prenez en LOA, ils font déjà une marge assez conséquente. Vous devriez avoir des véhicules dans un état irréprochable. C'est ça, normalement, l'avantage du loueur courte durée. C'est que vous devez avoir un véhicule pratiquement neuf. Enfin, au moins en bon état. Alors, on est très, très à la bourre, mais l'émission, le sujet est très intéressant. Il y a Stéphane qui demande, est-ce qu'il y a une police des loueurs ou une procédure de plainte à faire? Alors oui, auprès de la DGCCRF, vous auriez dû prendre en photographie les pneus et puis les menacer d'une procédure, parce que là ils vous ont mis en danger clairement. En plus, est-ce qu'ils ont... C'est vous qui avez fait changer les pneus, Donc ils ont été changés. Finalement j'ai fait le retour comme ça. Ouais, alors c'est même pas sûr qu'il les change derrière. Ouais. Ça se trouve la voiture est repartie en location comme ça. On rappelle pour conclure le nom du loueur, Guillaume. Virtuo. Voilà. Virtuo. Donc tous ceux qui écoutent sur radio, d'urgence, vous c'est évitez. tout. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé votre expérience. Vous me tiendrez au courant de la suite des événements quand même, et ça vaudrait le coup. Écoutez, vous savez quoi, comme on a Rémi Jossaume sous la main, je lui poserai la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ça, quand manifestement le loueur ne remplit pas ses obligations, parce que là c'est le cas. Et en particulier l'obligation de sécurité qui est la première. Vous ne l'avez pas dit, mais vous aviez constaté des problématiques sur la voiture avant même de partir en Italie, Oui, il y avait les flancs c'était des pneus à flanc large qui sont supposés protéger les jantes, et puis à l'avant droit et à l'arrière gauche. C'était déjà public. Mais c'est du cosmétique, ça, à la limite, on s'en fiche. D'accord. C'est la sécurité qui est importante. On reste en contact, et puis on va vous mettre en contact avec maître Rémi Jossaume, qui est avocat en droit routier. Comme ça, on va lui poser des questions pour avoir les bonnes réponses et savoir quelle démarche vous pouvez faire pour ne pas laisser ça comme cela. On vous embrasse, on vous souhaite quand même un bon week-end. Merci beaucoup, et de même. Merci Guillaume, au revoir. Et puis privilégiez peut-être nos loueurs qui ont pignon sur rue, que l'on connaît bien, et au moins vous avez un interlocuteur. Allez, à suivre, on va faire l'essai de la semaine et on va passer la vitesse là, parce que avec des pneus neufs. On est en retard. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et dans quelques minutes, restez en notre compagnie, nous allons évoquer le fameux rétrofit. Pourquoi on a la sensation que ça n'avance pas. Mais tout de suite, l'ami Jean-Luc, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur la page YouTube de Sud Radio dans son intégralité, nous offre l'essai de la semaine avec la Suzuki Sways. Ouais, on n'attend pas Patrick, ça va être Patrick Sways. Voilà, alors c'est un clone. Très enfant. C'est un clone de la Toyota Corolla Touring Sport, cette Suzuki. Donc c'est un break, pour ceux qui savent
savent pas ce que c'est que la Touring Sport, parce que Suzuki a des accords pour commercialiser les modèles hybrides Toyota. Alors, la Corolla vient d'évoluer. Bon, logique donc que la Suez évolue aussi. Esthétiquement, il faut vraiment être un fin observateur pour voir les différences. Alors, on a le maillage de la calandre qui est différent, les feux avant qui sont différents, et puis voilà, vous avez eu toutes les modifications. Enfin, alors en revanche, les dimensions sont identiques, ça reste la plus grande Suzuki de la gamme, hein. Elle fait 4,65 m de long, vous avez le dessin des jantes qui est différent aussi. Particularité de Suzuki, les roues sont des roues de 16 pouces, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'option de grande roue. Ça a de nombreux avantages, consommation plus basse, meilleur confort, prix des pneumatiques 40% inférieur, bon bref, c'est mieux partout. La grosse nouveauté, avec des guillemets, on la trouve sous le capot. C'est une évolution de la motorisation hybride Toyota. On a toujours le moteur essence 1,8 litre 4 cylindres à cycle Atkinson, mais le moteur électrique a été amélioré. Il est plus compact, il est plus puissant, il développe désormais 94 chevaux, c'est 23 chevaux de plus qu'avant. Bon, la puissance totale passe de 122 à 140 chevaux. Toujours avec une batterie lithium-ion qui a une capacité alors réduite sur les véhicules hybrides de 0,8 kWh. L'habitacle change pas beaucoup. On a toujours un coffre qui est très grand, 600 litres, avec un logement pour la roue de secours sous le plancher du coffre, qui peut aussi se retourner, ce plancher du coffre. Si par exemple vous êtes allé à la plage et que vous voulez mettre votre surf, votre combinaison... J'ai eu peur, vous voulez mettre votre surf. Non. Enfin, vous pouvez mettre votre sœur aussi si elle sort de l'eau. Vous la mettez, ça fait une surface étanche. Bon, étant donné la longueur de la voiture, on est un peu déçu par l'espace qui est réservé aux jambes à l'arrière. C'est mieux à l'avant, avec une instrumentation qui progresse. Les compteurs sont désormais totalement numérique, et puis le système d'infodivertissement qui était plutôt de facture médiocre auparavant, je vous rappelle que l'origine c'était Toyota, a ici pas mal progressé. On a un écran tactile de 8 pouces mais qui n'intègre toujours pas la navigation, parce que Suzuki part du principe que à partir du moment où on a une connexion pour son smartphone, on a des navigations qui sont pratiquement plus performantes sur les smartphones, donc vous utiliserez la navigation de votre smartphone, c'est très bien. Le reste de l'équipement est très correct, avec notamment des sièges chauffants, un volant chauffant, et puis la boîte de vitesse est toujours la fameuse boîte à variation continue à train épicycloïdal, avec 3 modes de conduite qui sont normal, éco et sport. On roulera la plupart du temps en ville en éco, et quand on est sur la route, on roulera en normal. Alors, la conduite progresse réellement. Parce qu'on a des phases de roulage, je vous ai dit que le moteur électrique était plus puissant, on a des phases de roulage en électrique qui sont plus nombreuses, et surtout on a le couple du moteur électrique qui arrive, on a l'impression que le véhicule est beaucoup plus dynamique. C'est une voiture qui est très agréable à conduire en conduite standard, elle est plutôt silencieuse, elle est très confortable parce que avec ces fameuses jantes avec des pneus à flanc haut, on a une certaine souplesse, la suspension également est réglée souple. Il y a juste un petit bémol, mais c'est pas grand chose, le siège, l'assise du siège est un peu ferme, sinon on aurait vraiment été dans du Pullman. Alors à cette grande douceur se marie une tonicité, comme je vous l'ai dit, qui est accrue avec l'augmentation de puissance. On gagne quand même 1,5 seconde de 0 à 100 en accélération, c'est bien, mais c'est surtout dans les reprises que ça sera mieux. Et puis, surtout, l'augmentation de la puissance de ce moteur électrique, ça atténue un peu ce que j'appelle moi l'effet mobilette depuis longtemps. Donc quand on accélère à fond, on a le moteur thermique qui, on a l'impression qu'il s'emballe, mais en fait il va chercher son point de rendement optimal. Donc c'est très intéressant à la fois pour les performances et les consommations. C'est assez désagréable pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais c'est efficace. Et là, on a moins ce phénomène d'emballement qu'on l'avait auparavant. On l'aura simplement juste au moment où on accélère plein pot pour doubler, ou si vous faites une montée de col en montagne. Voilà, c'est les deux cas de figure où la voiture ne sera pas très agréable avec cette impression du moteur qui donne l'impression de mouliner. Bon, son terrain de jeu, c'est aussi la ville. Elle peut circuler 75% du temps en électrique. Attention, quand je dis en électrique, c'est moteur thermique coupé. C'est pas forcément en traction électrique, parce qu'il y a des gens qui vont me dire c'est pas possible avec une toute petite batterie. Non, c'est pas possible, mais dès que vous décélérez, le moteur se coupe, ça recharge la batterie. Quand vous êtes arrêté, le moteur est coupé, etc. Donc 75% du temps, on est en électrique.
Le reste du temps, la consommation reflète vraiment l'efficience de cette mécanique Toyota. Moi, j'ai réussi à faire avec de l'autoroute à 130 km/h, je précise, une conso moyenne de 4,2 litres au 100. Oh, c'est pas beaucoup. C'est ce que je fais avec mon scooter. Ouais. Donc là, on a quand même un modèle qui est un petit peu plus conséquent qu'un scooter. Voilà. Cas, ouais. Alors c'est vraiment une voiture raisonnable en tout point. Elle est meilleure en tout point que la génération précédente. Pour seulement, alors je mets des guillemets à seulement 3 000 € de plus. C'est une version là que j'avais très bien équipée, la version PAC, 34 250 €, pas de malus. Bon, vous avez un grand break quand même pour ce prix-là. Et puis vous pouvez prendre le modèle avec un peu moins d'équipement. Mais c'est vraiment pour une familiale, c'est celui qui fait de l'urbain la semaine et puis qui part même un peu loin pour le week-end. Franchement, c'est vraiment un bon choix. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que tout l'essai en vidéo entièrement filmé by Jean-Luc Moreau de Sud Radio dans On Parle Auto, vous le retrouverez sur la page YouTube de Sud Radio. La suite. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. La suite. Tout de suite, la suite. Voilà. Je reprends ma phrase. La suite, évidemment, on va parler du fameux rétrofit. Restez avec nous. On reçoit Arnaud Pigounides, qui est président de l'association R et fondateur de Rêve Mobility. Et puis, vous savez, vous pouvez continuer de réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nombreux déjà. Et puis, sinon, vous nous appelez directement pour poser vos questions ou donner vos réactions au 0826 300 300. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et dans cet environnement, eh bien, on accueille dans l'environnement de Sud Radio aussi Arnaud Pigounides, qu'on connaît bien, président de l'association, fondateur de Rêve Mobility. Bonjour Arnaud. Bonjour. Président de l'association Arnaud. R, qui est un des grands acteurs du rétrofit aujourd'hui en France. Alors, avec Arnaud, on s'est rencontrés dans une vie précédente, il y a quoi ? Il y a 3 ans et demi, 4 ans déjà. C'était vraiment les tout débuts du rétrofit. Et on avait le sentiment que le rétrofit, ça allait exploser. Voilà. Et depuis, ça n'avance pas beaucoup. Pourtant, là, il y a des nouvelles aides qui viennent d'être alors je ne vais pas dire allouées tout de suite, mais on a entendu qu'il y aurait de nouvelles aides pour le rétrofit. Alors ça consiste en quoi déjà ces aides, ces nouvelles aides ? J'aimerais bien qu'on parle surtout du rétrofit parce que c'est comme les ZFE. Il y a plein de gens qui disent ah oui rétrofit j'ai entendu le nom, mais c'est quoi exactement ? Oui alors rétrofit c'est quoi ? Tiens, avant de parler des aides. Rétrofit, c'est vous pouvez maintenant depuis 2020, donc c'était la réglementation pour laquelle on s'était rencontrés à l'époque, on peut changer un moteur thermique, donc essence et diesel, en mettant un moteur électrique avec des batteries ou avec de l'hydrogène. Et donc c'est une grande technologie. L'hydrogène, ça va pas être demain quand même. Oh, ça sera après-demain même. Ouais. Et donc, bon, allez, la semaine prochaine, les gars, on va prendre notre temps. Et donc, en fait, c'est la possibilité de garder le véhicule, donc une voiture, un utilitaire, un camion, un bus, et de le mettre en électrique et donc de le rendre sans émission, surtout pour faire des économies, parce que le châssis est très bon et ça permet de faire en sorte que le véhicule soit vertueux. Et surtout, c'est beaucoup, beaucoup moins cher à l'achat qu'un véhicule neuf. Alors, il y a un nouveau plan d'action national en faveur du rétrofit avec de nouvelles aides. Concrètement, ces aides, c'est quoi ? Alors concrètement, les aides, ça a été un travail depuis longtemps avec le gouvernement, en fait, qui a réalisé que le rétrofit était une vraie opportunité pour décarboner et une vraie opportunité pour faire du Made in France, parce que nous sommes des entreprises qui faisons nos batteries en France, qui faisons nos rétrofits en France, et donc qui faisons tout en France. Et c'est le grand sujet à la mode, réindustrialiser. Alors les batteries quand même, vous assemblez les batteries, mais avec des cellules qui viennent pas de France, il n'y en a pas pour le moment. Pour l'instant il n'y en a pas. En fait, nous on a signé avec notre batteriste, avec Vercor, donc il y a une des Gigafactory qui va arriver. On a reçu ça. On aura les cellules en 2025. Voilà, 2025. Qui est du côté de Grenoble. Exactement. Mais non, Vercor, ils sont à Dunkerque. Non, mais... Nous on les a rencontrés à Grenoble, mais ils sont dans le Vercor. Ils sont dans le Vercor, mais aussi une usine dans le Nord. Ils sont dans les deux. Mais en fait, en gros, tout l'enjeu, en fait, c'était de créer donc cet écosystème. Et donc, quand on dit que le rétrofit patine, il ne patine pas du tout. En fait, ça cartonne en ce moment. Ça cartonne notamment sur tous les véhicules qui sont extrêmement aménagés. Les véhicules qui valent très cher. Les maçons, les plombiers. Il y a 6 millions d'utilitaires en France. Donc, c'est beaucoup de gestionnaires de flotte, beaucoup de grosses sociétés. Là, nous, on a signé avec un groupe qui s'appelle Sapient, par exemple, qui a des utilitaires qui nettoient les rues, c'est de l'assainissement. Ils font les fosses septiques et donc c'est des véhicules qui valent très cher en soi. Donc les jeter pour acheter un véhicule neuf très cher, peut-être pas disponible, et en plus de refaire un équipement, c'est une aberration. Donc donner 5 ans, 8 ans, 10 ans supplémentaires avec un véhicule rétrofité, c'est une superbe opportunité. Alors les aides, justement,
Ouais. Donc le gouvernement donc a pris la mesure de ce qu'était le rétrofit, parce que nous on croule sous la demande. On croule sous la demande et on peut pas tout faire. Quand un client vient nous voir et qui dit bah voilà, moi j'ai 1000 Ford Transit à transformer, et ben en gros le Ford Transit, moi il est dans mon plan produit dans 4 ans ou dans 3 ans, parce que rien ne se fait en fait au hasard. On est des constructeurs. Ça prend du temps de faire de la sécurité et de la qualité. Et donc le gouvernement, qui a compris qu'il y avait un mouvement qui était en train d'être fait, pas que en France, hein, à l'étranger aussi, nous a décidé de nous aider déjà à industrialiser. Donc va faire un plan gouvernemental. Alors peut-être simplifier la réglementation aussi, c'est une des priorités, parce qu'il y a très peu d'homologations qui ont été faites jusqu'à présent. Ouais, alors je vais vous donner un exemple. Un master, par exemple, si on veut le transformer pour les artisans, en fait il y a 6000 variantes différentes. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait faire 6000 dossiers pour pouvoir rétrofiter un véhicule. C'est aberrant. Donc en fait le master, alors, il y a plusieurs types, hein. Il y a des propulsions, il y a des tractions, et donc nous on est garant du modèle de base, et donc après on peut aussi faire des variantes qui n'ont pas été prévues, mais parce que de toute façon c'est bien un véhicule qui est pour les personnes à mobilité réduite, un véhicule aménagé, c'est un véhicule qui a eu une transformation spéciale, mais c'est toujours le même véhicule. Et donc faut nous faire confiance, et le gouvernement maintenant nous fait confiance. C'est quoi l'industrialisation? Vous avez commencé à en parler. Le gouvernement va vous aider à industrialiser, c'est-à-dire qu'il va y avoir des usines de rétrofit qui vont monter. Exactement, moi j'ai ma première usine de batterie avec mon partenaire batteriste qui est à Bordeaux, qu'on est en train de monter à Pompignac, donc à 15 bornes de Bordeaux. Excellent. Donc c'est 5000 mètres carrés avec des chaînes pour fabriquer nos batteries, hein. Et donc parce que tout ça, pour fabriquer 10 000 véhicules, il faut 10 000 batteries, il faut des professionnels pour le faire. Donc tout est en train d'arriver maintenant. Création de l'emploi. Exactement. Création de l'emploi, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de l'avenir, quoi. Enfin, d'aujourd'hui Exactement. De l'avenir, mais là on a parlé. Alors autant moi je comprends que pour les véhicules industriels, ça soit intéressant tout de suite. Maintenant pour les voitures particulières, parce qu'au départ, quand on a parlé de rétrofit, c'était ça. Mettre 15 000 euros, c'est ce que ça coûte à peu près aujourd'hui pour rétrofiter un véhicule thermique. Qui a les moyens de mettre 15 000 euros dans une vieille bagnole, même pour la transformer en électrique, sauf si il y a un côté émotion. Ouais, exactement. Alors les anciennes, c'est une niche qui marche bien. Oui, mais c'est vrai que le véhicule particulier, le véhicule de Monsieur, Madame. Non, mais transformer une Twingo. La Twingo de ma mère, une Twingo première génération qui va mettre 15 000 euros pour la transformer en voiture électrique. Alors moi, je suis pas garant de tout le succès de tous les véhicules, hein, parce que ça dépend de la demande, ça dépend de l'état des véhicules, ça dépend de l'ancienneté aussi, de la masse de véhicules de ce type-là. En gros, le véhicule particulier, on sait très bien que ça va arriver à partir de 2025-2026. Une fois qu'on aura les usines, une fois qu'on aura fait vraiment monter en compétence toute la filière, hein. Nous, on a signé avec des groupes auto pour faire les installateurs. Donc tout ça, ça s'organise, ça se forme, et c'est une très bonne chose. Une des choses qui bloquait, et que le gouvernement a enfin pris la mesure aussi, c'est qu'on avait une prime au rétrofit qui dépendait d'une chose, c'est qu'il fallait avoir le véhicule depuis plus d'1 an pour avoir la prime. Or, moi, ça m'empêchait d'acheter peut-être 10 000 Twingo et de les transformer et de les revendre et faire aussi celle des gens qui le possèdent déjà. Donc en fait, c'était plein de petites aberrations, plein de choses qu'il fallait décocher ou qu'il fallait cocher pour nous laisser le droit d'être un constructeur. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une pause tout de suite parce que le sujet rétrofit est plus que passionnant. En plus, Arnaud, vous êtes plusieurs dans la profession. On est une vingtaine. Voilà, une vingtaine, mais donc c'est bien, vous êtes en tout cas le représentant, je rappelle. Hein. Entre autres, vous êtes président association AIRER et vous êtes le fondateur de Rêve Mobility. On revient sur ce sujet dans quelques instants après cette pause, et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser sur le rétrofit, profitez de Facebook sur la page Facebook Sud Radio, ou vous profitez aussi du téléphone. On vous attend au 0826 300 300. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous êtes attendus et les bienvenus au 0826 300 300 jusqu'à 13h pour vos questions ou bien sûr vos réactions sur les sujets que l'on vous propose en direct sur la page Facebook de Sud Radio, ou d'ailleurs en ce moment vous êtes déjà nombreux à nous poser des questions sur le rétrofit, le sujet du moment. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on parle environnement avec Arnaud Pigonides, qui est le fondateur de Rêve Mobility, puisqu'on parlait du rétrofit avec cette question que l'on posait depuis le début, pourquoi ça n'avance pas ? Alors pourquoi ça n'avance ? Arnaud dit ici ça avance bien. Alors toutes les entreprises n'avancent pas bien, hein, parce qu'il y a Transition One qui était un des premiers acteurs du rétrofit, qui est placé en liquidation judiciaire. Pour quelle raison ?
Alors, je ne suis pas le gérant de... Oui, ah bon? Non, en fait, ce qui se passe, c'est comme dans toute nouvelle technologie ou toute nouvelle filière, en fait, il y a plein d'acteurs qui arrivent, hein, donc avec des projets plus ou moins matures. Avec Transiswan et moi-même, on avait un petit peu le problème d'être les tout premiers. On est arrivé en 2018-2019, bien avant le Covid, bien avant le fait que ça s'industrialise, qu'il y a un besoin de refaire de l'emploi en France, de décarboner énormément les nouvelles réglementations. Donc malheureusement, il y a des projets qui ne peuvent pas durer dans le temps. Un projet comme celui-là, c'est des millions d'euros d'investissement. Il faut trouver des investisseurs, faut avoir vraiment être un constructeur. Donc avec les moyens d'un constructeur, il faut avoir les financements, il faut avoir les assurances, il faut avoir toute la supply chain, parce que le véhicule, il doit durer pendant 10 ans. Oui. 15 ans. Ouais. 10 ans, 15 ans. Donc, tout à l'heure, je donnais un prix, là. Je disais, pour un véhicule particulier, 15 000 euros, ça paraît cher, même pour redonner une nouvelle jeunesse à un véhicule. Est-ce qu'avec l'effet d'échelle, c'est des tarifs qui vont baisser? Le prix des batteries aussi baisse. Est-ce que tout ça, ça va permettre, on va se projeter à 10 ans, par exemple, d'avoir un rétrofit qui coûterait 3 fois moins cher pour un véhicule, pour modifier un véhicule, par exemple diesel, qui aurait plus le droit de rouler dans 10 ans en véhicule électrique? Alors, en fait, un rétrofit, même à 15 000 euros, c'est pas cher. Quand on fait la comparaison avec réparer un moteur pendant 10 ans et mettre du diesel ou de l'essence qui va faire que augmenter pendant 10 ans, en fait, c'est quasiment la même somme dépensée dans la durée. À moins de faire 3 km par jour, on dépense beaucoup d'argent en essence et en réparation moteur. Parce que l'électrique permet moins de réparation. Et moins cher que de racheter une voiture neuve. Bah ouais, parce qu'une voiture neuve, ça avait en moyenne 37 000 euros, électrique. On parle d'électrique. Oui, on parle d'électrique. Versus avant, en diesel, qui était à 17 000, en fait, c'est le prix des batteries. Et nous, en fait, c'est pareil, on a le prix des batteries. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 2025-2026, quand on aura dépassé 10-20 000 véhicules produits, donc 20 000 batteries, 20 000 moteurs produits et achetés, on aura des effets d'aubaine, des effets de volume qui vont faire en sorte qu'un rétrofit à 15 000 passera à 12 000. Mais ça, c'est avec les primes. Parce que le neuf, comme le rétrofit, a des primes. On ne sait toujours pas de combien les primes. Si, en fait, le particulier, ça va de 2500 à 5 000 euros en prime d'État, donc la fameuse prime rétrofit, qui maintenant n'a plus la détention, donc ça permet de soutenir vraiment l'activité, comme la prime à la casse. On a un bonus de 1 000 euros si vous êtes en ZFE. Et vous avez aussi des primes régionales. Île-de-France, 2 500 euros. Donc au maxi, on peut avoir combien alors? Ça peut aller jusqu'à 9 500 euros. Ah, 9 500 sur 15 000, oui, c'est intéressant. C'est un peu horrible sur les utilitaires. Ça peut aller jusqu'à 22 000 dans certaines localités parce qu'il y a des villes et des régions qui aident en plus. Ah oui. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur les véhicules utilitaires, mais à grande échelle, parce que vous avez beaucoup travaillé avec des villes pour leur flotte de bus. Exactement. Et ça se fait, quoi. Vous avez rétrofité des bus de transport public, quoi. Exactement. En fait, c'est tout le travail aussi d'aller voir les villes, d'aller voir les transporteurs, d'aller voir les organisateurs de transport et de leur dire, voilà, vous avez des bus diesel qui vont durer 15 ans, ils ont 7 ans, vous allez maintenant acheter des véhicules électriques qui valent 2 fois plus cher, c'est 600 000 euros un bus électrique, alors que ça valait 300 000 euros en diesel. Rétrofiter à partir de entre 180 et 240 000 euros, vous en faites 2,5 pour le prix d'un. Et les camions aussi, c'est intéressant. Un exemple, un 26 tonnes électrique, ça vaut aujourd'hui plus de 400 000 euros pour une flotte, un transporteur qui a besoin de racheter des camions neufs et qui va passer au camion électrique. Il n'existe aujourd'hui qu'en 26 tonnes. Contrairement à si on rachète un 44 tonnes en thermique classique avec un tracteur classique, on est à 120 000 euros. Donc il y a déjà une différence de prix. Vous avez déjà rétrofité des camions, tracteurs de camions? On a un camion, donc un tracteur camion qui a été rétrofité avec notre partenaire allemand Pepper sur un Actros. On est en train de faire un Attego, donc les porteurs. Ça c'est les modèles un peu plus petits, 16 tonnes, 17 tonnes, qui rentrent dans les villes, justement, qui font la livraison dans les villes. Et il y a 2 technologies. Il y a la fameuse technologie batterie, mais avec une autonomie un peu réduite, forcément, parce que les batteries, on peut pas faire 800 km avec un plein. Mais il y a aussi l'hydrogène qui a le vent en poupe et il y a de plus en plus de c'est quoi les prix? Les prix pour le camion, là, en l'occurrence. Pour un rétrofit, c'est à partir de 120 000 euros en batterie et 200 000 euros en hydrogène, sachant que ça vaut 450 000. L'équivalent, voilà, c'est ça. Et donc, on est en train de en fait, avec les transporteurs, avec les entreprises, on est en train de faire plein de choses ensemble. C'est pour ça que ça cartonne, en fait, le rétrofit. C'est pas encore visible pour le particulier, c'est un peu malheureux, sauf sur les anciennes, parce que ça, c'est cool, quoi. Mais il n'empêche que c'est en train d'arriver, c'est en train de se mettre en place. Alors, qu'est-ce que vous dites aux détracteurs aujourd'hui? J'aime bien, me fais l'avocat du diable, qui disent oui, mais vous allez mettre une batterie qui, en fait, en termes de bilan carbone, et ce qu'il y a de plus mauvais sur une voiture électrique, on le sait, c'est la batterie qui plombe au début de la vie du véhicule, qui plombe le bilan carbone du véhicule électrique. Sur la durée, on arrive à s'y retrouver et c'est meilleur qu'un véhicule thermique. Mais là, vous mettez une batterie dans un véhicule thermique qui, s'il avait continué sa vie, aurait
émis moins de CO2 que... alors c'est quoi? En fait, non. Alors, je vais vous envoyer sur le site de l'ADEME. Oui, non, mais c'est bien. Qui a fait une étude sur le rétrofit et qui a montré que par rapport à rester en diesel sur un utilitaire, un véhicule particulier, c'est 66% de réduction de gaz à effet de serre sur la deuxième partie de sa vie, parce que le diesel et le moteur s'encrassent de plus en plus. Donc ceux qui prétendent ça ont tort alors. Et ils ont tort. Alors, faut regarder les études. Ils ont un peu raison, mais ils ont un peu tort aussi, parce que ça dépend de l'usage. Plus vous roulez, plus vous faites des économies et plus vous rentabilisez en fait le rétrofit. On est d'accord. Et plus vous faites des économies de CO2. C'était passionnant. Donc du coup, j'ai même complètement zappé de regarder la page Facebook de Sud Radio. Je m'en excuse auprès de tous ceux qui ont réagi. Il y a Sébastien qui dit François Alain dans Vintage Mécanique récemment a rétrofité une 4L présentée par une filiale de Renault. Qu'en est-il exactement? Est-ce que la 4L devrait être homologuée rapidement? Alors je crois qu'elle est homologuée. Elle est homologuée. Elle est R5 aussi. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question là? Oh là là, il y a trop de questions. Je vais me faire, excusez-moi, je vais me faire gronder par tous ceux qui ont posé des questions sur Facebook. Ne m'en voulez pas. Bah tiens, on va les poser après le journal du midi, les questions Facebook. Voilà. Vous avez place à vos questions. Donc après midi. on garde Arnaud attaché à la chaise et il répond avec nous aux questions. Après. Bah les questions qui sont posées. Ouais. Ah oui. Bon, d'accord. Pas de souci. Allez, puis il y en a plein d'autres, pas que sur le rétrofit. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Je sais pas ce qu'il a notre Bastien aujourd'hui, mais il dégaine plus vite que son nom. Je vais t'appeler Lucky Luke, Bastien. Ça démontre en plus que animateur radio, c'est un métier. Un réalisateur aussi, non? Je te taquine, mon Bastien. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième heure. Alors, on va faire un petit sommaire rapide parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées sur la page Facebook de Sud Radio sur le gros sujet du rétrofit. Ça vous intéresse, ça vous passionne? Rapidement. Alors pourquoi doit-on régler la géométrie des trains roulants de sa voiture? Tiens, oui. Quand on a changé non, mais je suis très content que vous fassiez. Ma réaction, parce que c'est quoi ce truc? Personne ne le fait et vous allez voir que c'est indispensable. Arnaud non plus. Exactement. On parlera aussi des 50 ans d'Alpine, du titre de champion du monde des rallyes avec Bernard Daniche tout à l'heure, ce qui prendra sans doute un petit peu de temps aussi parce qu'il a beaucoup de choses à dire et nous on a beaucoup de questions à lui poser. On parlera du bonus automobile qui veut favoriser les productions françaises qui a été annoncé cette semaine. On essaiera de décortiquer le pourquoi du comment. Et surtout puis, avec les batteries. Surtout avec les batteries, c'est ça. Est-ce que ça peut tenir ce fameux bonus avec la prise en compte des émissions de CO2 lors de la fabrication du véhicule, franchement? On verra. Puis il y a une grosse réindustrialisation du côté du Nord, entre autres, avec des usines de batteries. Qui vont être, 4 usines dans le Nord. Allez, vous l'avez vu. Et puis vous, car cette émission n'existerait pas sans vous. Au 0826 300 300, vous nous retrouvez pour poser toutes vos questions en direct ou vous réagissez sur la page Facebook de Sud Radio où vous êtes nombreux à avoir posé plein de questions sur le rétrofit. Place à ces questions. Sud Radio, on parle auto. Allez, évidemment. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à 12h04, nous avons eu un gros sujet sur le rétrofit en présence d'Arnaud Pigounides et qui est entre autres le fondateur de Rêve Mobility, donc spécialiste du rétrofitage de tous les véhicules, y compris particuliers, professionnels, flotte de ville, de cars, flotte professionnelle de camions, etc. Tiens, d'ailleurs, dis-moi. En passant une question, ça représente quoi en pourcentage, là, les véhicules industriels, les véhicules particuliers, les bus et les camions? Chaque catégorie, dans vos commandes à vous. Alors dans mes commandes, c'est difficile à dire parce qu'en fait c'est des contrats au long cours. Hein. Quand on transforme une ville comme Rouen, quand on transforme une très grande agglomération, c'est prévu pour 2025, 2026, 2027. Donc c'est des schémas en fait préparés, une cadence qui est déjà préparée. Les véhicules lourds sont prépondérants pour le moment, on est d'accord. En fait aujourd'hui sur le bus qui a été déjà un peu aidé et surtout soutenu par des appels d'offres, il y a déjà à peu près 200 véhicules qui sont en cours de fabrication. Sur les camions, ça doit être à peu près une centaine, ce qui n'est pas grand-chose, hein, parce qu'on est au tout début de l'histoire. Sur des utilitaires, on est déjà sur un rythme de 1000. Donc c'est autre chose. Allez, question de la page Facebook de Sud Radio, question de Sullivan qui nous demande est-ce que le rétrofit augmente la valeur du véhicule? Eh ben oui, parce que vous mettez quelque chose qui vaut 15 000 euros de plus, hein, donc c'est un équipement, on peut dire que c'est un équipement, donc ça rajoute en fait une valeur. Et cette valeur, elle décroît en fonction de l'usage des batteries. Hein, c'est un peu comme la cote d'un véhicule. Donc admettons que vous avez une Twingo qui valait peut-être plus que 3 000 euros et vous rajoutez un rétrofit à 15 000 euros, le véhicule vaut 18 000 euros. D'accord. Concrètement, tout de suite. On repart de 18 000 euros. Exactement, parce que en fait, la batterie a une valeur. C'est-à-dire que demain, si vous voulez revendre la voiture et revendre les batteries, rien que les batteries ont une valeur très forte. Donc ça redonne une valeur au véhicule. Question.
Oui, j'y vais. De Stéphane. Question de Stéphane. Question de Stéphane, parce qu'on sait qu'un véhicule thermique, le moteur a un certain poids, donc le châssis a été effectivement pensé pour cela. Très bonne question de Stéphane. Problème des contraintes physiques du véhicule. Doit-on avoir le même poids sur le châssis qu'à l'origine, alors que votre rétrofit, votre moteur est tout petit? Enfin, moi, vous m'avez montré des photos entre l'origine du moteur thermique et ce qu'on a avec un rétrofit. On passe d'un œuf d'autruche à un œuf de pigeon, quoi. Exactement, de caille. Oui, de caille. En fait, c'est la réglementation qu'on a introduite, qui va en plus faire tache d'huile en Europe. C'est un autre sujet que le gouvernement a pris en compte pour faire une harmonisation européenne, parce que la Golf, c'est la même partout. Le Master, le Daily Iveco, c'est le même partout. Donc ça nous permettra aussi d'être sur tout le continent européen. Même poids, même puissance. C'est le principe du rétrofit. C'est-à-dire que vous aviez un moteur 104 chevaux, on met 104 chevaux d'un moteur électrique. Mais c'est le même qui fait 95 chevaux sur un autre véhicule. C'est ça l'avantage des systèmes. Et donc même poids, avec une tolérance de 10% par essieu supplémentaire. Pour rajouter un peu plus de batterie, donc plus d'autonomie. Mais en revanche, alors plus d'autonomie, non, justement, vous aurez beaucoup moins d'autonomie sur les véhicules rétrofités que sur les véhicules thermiques d'origine. Ah bah oui. En moyenne, on est entre 180 et 200 km d'autonomie maximum. Ah, pour la journée, ça va? Eh ben ouais, parce qu'en fait, le trajet moyen, il est moins de 40 km. Nos clients professionnels, ils font 90 km par jour. À peine, ils sont plus souvent dans les embouteillages qu'en train d'accélérer. Et donc, en gros, ça correspond à énormément d'usages. Là, j'ai un de mes bus qui est testé par l'agglomération de Narbonne. Ils font 183 km avec mon bus rétrofit électrique. Et il reste 11% de batterie à la fin. Donc, ils sont très contents. Ça sert à rien d'avoir 400 km d'autonomie potentielle pour un usage de 90%. Chapeau. Vitesse de charge, on a des vitesses élevées ou on est dans du standard? C'est entre 7 et 22 kWh. Donc, ça se recharge entre 2 heures et 3 heures en fonction de... Bon, mais en tout cas, vous l'avez vu, c'est un sujet qui nous a passionnés. Arnaud, on va vous laisser passer un bon week-end quand même. Il va falloir rentrer chez vous. Il y a un moment, on vous libère. Merci. Mais je pense que moi, je vais rester toute la journée. Ah bah ouais, on sent bien. Moi, j'aimerais bien un jour essayer une voiture rétrofitée. Venez. Alors moi j'en ai essayé une. Alors c'est pas vous qui l'avez faite. C'est pas vous qui l'avez faite. J'avais essayé la 2 chevaux et j'ai eu un succès mais absolument incroyable. Mais c'est à cause de la 2 chevaux ou à cause de vous? Je sais pas. J'avais beaucoup de charisme avec cette 2 chevaux électrique. Tout le monde me regardait. Arnaud Pigonides, qui était notre invité pour parler du rétrofit. La question qu'on posait au début de ce sujet, c'était on a l'impression que ça n'avance pas. Si, ça avance, et puis ça avance même en toute discrétion, mais très vite. Bravo à vous, bravo à toutes vos équipes, et bravo à tous les rétrofits. Et on se retrouve bientôt. À tous ceux qui font du rétrofit en France. Et on se retrouve nous bientôt, dans 2 secondes. À tout de suite. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Pourquoi doit-on régler la géométrie des trains roulants? On va en parler dans notre rendez-vous pneus avec Christophe Cap, responsable formation de Point S France. Bonjour Christophe Cap. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et tous. Oui, alors Christophe, vous savez quoi, quand on a parlé du sommaire avec Laurence juste avant, quand on a parlé de géométrie, ça l'a ramené plus à ses cours quand elle était à l'école que à l'automobile. Il y a peu de gens qui savent ce que c'est que la géométrie. C'est quoi la géométrie d'un train roulant? C'est un ensemble complexe. Et effectivement assez méconnu du grand public, dont il nous laisse parfois, ou même très souvent, pas le temps de leur expliquer au comptoir sur les points de vente, quelle que soit l'enseigne finalement. Mais la géométrie, c'est après le pneumatique, bien évidemment, un des éléments essentiels au bon comportement dynamique du véhicule. D'accord. C'est le réglage, en fait, des roues par rapport au châssis. C'est comme ça qu'on pourrait résumer la géométrie. C'est une partie de l'explication. Une partie de l'explication. Alors tout le monde connaît dans les réglages de géométrie. Alors est-ce que ça rentre d'ailleurs dans les réglages de géométrie, l'équilibrage des roues? Non. D'accord, ça c'est encore autre chose. Non, c'est encore autre chose. D'accord. Alors c'est quoi, pour qu'on arrive à identifier ceux qui n'ont pas compris ce que c'était, ils peuvent au moins voir les causes d'une mauvaise géométrie. C'est quoi en fait les conséquences d'un train roulant mal réglé? C'est un problème de trajectoire, bien souvent. D'accord. C'est-à-dire, je vais freiner, ma voiture elle va partir à droite, à gauche. C'est ce que j'allais vous dire. Un axe de freinage parfois aléatoire. Donc effectivement, au freinage, vous pouvez avoir une trajectoire qui est variante, mais également sur une route plane et à une vitesse constante, une trajectoire de votre véhicule qui varie et qui tire d'un côté ou de l'autre.
Ça, c'est mesuré au contrôle technique. Hein. C'est ce que c'est ce qu'on appelle le ripage au contrôle technique, c'est ça? Mais malheureusement, voilà, le contrôle technique vérifie le ripage. C'est un peu comme sur la question des amortisseurs, où on vérifie la dissymétrie entre la droite et la gauche, mais pas le problème d'amortissement. Le ripage, c'est un petit peu pareil. Donc non, ça ne suffit pas. À notre sens, professionnel du métier, ça ne suffit pas. Mais donc ça maintient le train mal réglé, crée aussi une usure anormale des pneumatiques. D'accord. Donc si on a un pneumatique qui est trop usé sur le côté intérieur ou le côté extérieur, c'est un mauvais réglage de la géométrie des trains roulants, c'est ça? Il peut y avoir une explication liée au réglage, mais pas seulement, parce qu'il peut y avoir aussi un élément usé prématurément ou pas, un choc qui est détérioré une pièce ou déréglé un élément du train. Oui, Christophe, ceux qui montent régulièrement les trottoirs. Oui. Hein, brutalement. Ouais. Ça, il rigole, Christophe. Oui. On peut leur dire quoi, ceux-là? Écoutez, passez votre permis. Non, continuez longtemps. Non, mais ils doivent passer vous voir. Ceux-là, on est d'accord que c'est le genre de choses qui vont dérégler une géométrie sur une voiture. Ça peut engendrer effectivement soit des réglages, soit une casse d'une pièce, ou en tout cas une dégradation d'une des pièces d'un train roulant. Est-ce qu'il faudrait vérifier régulièrement? Oui, alors comment ça se vérifie tout ça? Alors, ça se vérifie déjà à chaque entrée dans l'atelier. On doit et on fait un ensemble de points de contrôle. Alors, ce sont bien souvent des contrôles visuels, mais de toute façon, à chaque fois qu'on monte un véhicule sur un pont, ne serait-ce que pour remplacer les pneumatiques, on se doit de vérifier l'ensemble des jeux des éléments du train roulant. Ce qui permet de déterminer si, oui ou non, il peut y avoir une anomalie. Je ne parle pas du fait du remplacement du pneumatique, si on poussait jusqu'au boutisme, on devrait contrôler la géométrie à chaque remplacement de pneumatique. Ah oui, ce qui se fait jamais. Je parle bien de contrôle, je ne parle pas de réglage. Mais si on voulait faire les choses correctement, il faudrait effectivement... Mais alors pourquoi on ne le fait pas? Excusez-moi, ça me paraît bizarre. Alors moi je vais vous expliquer pourquoi on ne le fait pas, parce que ça prend beaucoup de temps. Une vraie géométrie, on est d'accord, c'est plus d'une heure, et ça coûte cher. C'est ça, c'est le coût au final pour le consommateur. Alors le matériel a bien évolué ces dernières années avec l'arrivée de la 3D, qui permet aujourd'hui de faire des contrôles géométrie sur un temps réduit et qui permet de pousser des campagnes de contrôle parfois gratuites pour le consommateur. Ouais. On peut faire des contrôles de géométrie sérieux, parce qu'il y a des nouveaux appareillages. C'est un peu la guerre des étoiles maintenant, le contrôle de la géométrie. Il y a des lasers dans tous les sens. Il y a effectivement une belle évolution ces dernières années. On y vient avec l'arrivée des systèmes ADAS, mais j'y viendrai un peu plus tard. Par contre, sur les bancs de géométrie, la 3D est arrivée quand même il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, dans l'ensemble du réseau des pneumaticiens, vous pouvez faire du contrôle et du réglage de géométrie de qualité. D'accord. Ça coûte combien, Christophe? Alors, si on part du contrôle jusqu'au réglage de l'ensemble des trains, puisque l'ensemble des trains peut être réglé selon le véhicule, une majorité des véhicules lambda ne sont réglables qu'à l'avant, mais parfois on doit régler l'arrière aussi. Les prix varient de 50 à 180 ou 200 euros. D'accord. Alors ce que vous m'avez dit, qui m'a quand même interpellé, c'est que quand on casse son pare-brise et qu'on change son pare-brise, il faudrait aussi faire une géométrie avant de changer le pare-brise. Oui, mais pourquoi? Parce que, alors, sur les véhicules avec des caméras, l'arrivée des systèmes de caméras et des systèmes de sécurité aujourd'hui, le premier des travails à opérer quand on rentre un véhicule équipé de ce genre d'éléments, c'est de contrôler son axe de trajectoire. Voilà. Ce qui n'est pas toujours fait. Je ne peux pas dire jamais, mais ce qui n'est pas toujours fait, puisque tout le monde n'est pas équipé. C'est un des éléments coûteux aujourd'hui d'un équipement atelier. Et puisque sur un système ADAS complet et complexe, on arrive sur le prix d'un banc de géométrie. Donc on double un petit peu la mise au niveau des investissements. Cependant, il faut effectivement absolument opérer un contrôle de la géométrie et de son axe de trajectoire et son axe de poussée
avant d'envisager de recalibrer une caméra. Alors moi je vais vous donner un exemple concret de moi, oui, pour conclure. J'ai une voiture avec un petit cheval sur le capot. Une vieille, elle est pas toute jeune. Une vieille, ouais, voilà. Et j'ai fait faire une géométrie. En fait, elle va pas vite parce qu'elle a qu'un petit cheval. Ouais, j'ai fait faire une géométrie complète de la voiture. J'ai récupéré une voiture qui était totalement différente, beaucoup plus facile à conduire, avec une direction beaucoup plus douce, une voiture qui tenait parfaitement la route. Sur autoroute allemande à 250, on peut lâcher le volant, elle ne bouge pas. La voiture était transfigurée, vraiment. Bien sûr, est-ce que le conseil qu'on pourrait donner à tous, même si ça prend 1 heure et que ça coûte 180 €, c'est quand même de le faire au moins une fois par an, de vérifier, surtout si on sent que la voiture tire un peu à gauche ou à droite ou qu'il y a des choses comme ça? Ça serait idéal, mais systématiquement il faut qu'on arrive à faire entendre au grand public qu'à chaque remplacement de pneumatique, il faut qu'on passe au contrôle de la géométrie. Quand on leur préconise un remplacement, un réglage de géométrie, c'est pas pour leur opérer des frais supplémentaires, c'est réellement pour maintenir leur véhicule dans... Je suis d'accord avec vous, vous êtes responsable formation.s, mais moi quand j'ai fait changer mes pneus il n'y a pas longtemps, on me l'a pas proposé. Donc comme je ne savais pas que ça existait, je passe à travers. Donc il doit y avoir aussi une information de la part des professionnels. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Travaillons ensemble, main dans la main, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux ce monde. On vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end. Christophe. Merci, bon week-end à vous. Merci Christophe. Merci. Responsable formation de .S France, qui nous a expliqué pourquoi il était si important de régler la géométrie des trains roulants. À suivre votre question. Eh ben avant on fait une géométrie. Oui, mais si jamais il y a les caméras, si c'est une vieille voiture, je n'ai pas de caméra, voilà. Question auditeur dans quelques instants et puis on continuera évidemment, on parlera des 50 ans d'Alpine dans quelques minutes. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et restez en notre compagnie car dans quelques minutes, on parlera du bonus automobile qui veut favoriser les productions européennes en termes, entre autres, de batterie, mais surtout, on fêtera les 50 ans d'Alpine. Pour l'heure, au 0826 300 300, nous recevons David qui a une question à nous poser, enfin nous, à vous poser. Non, bonjour David, non, c'est qu'il n'est pas d'accord avec moi, David. D'accord, salut David. Ça commence mal. On parlait pneus il y a quelques instants, on reste dans le pneu alors. Alors déjà, bonjour Jean-L Moreau et L Perrault. Salut. Est-ce que vous avez, Laurence, un deuxième prénom, genre Annie ou Amandine, non? J'ai un deuxième prénom, mais c'est pas ça. Pourquoi? Parce que ça ferait JL Moreau et apéro, ce serait bien. Non, parce que mon émission sur une autre radio, c'était C'est l'heure de l'apéro. Ouais, bah voilà. Vous voyez, on y avait pensé. Bon, bah voilà. C'est gentil de penser à moi, ça fait plaisir. Allez, côté question, David. À cette heure-là, on pense à l'apéro, c'est normal. J'adore penser à moi tout le temps. J'adore aussi. Voilà. Dites-moi. David, on vous écoute. Qui est infirmière et qui travaille là en ce moment. Et qu'on embrasse fort, comme tous les métiers des médicaux. Je vais y arriver, pardon. Voilà, c'est l'apéro. Donc alors moi, je voulais vous parler des pneus 4 saisons. J'ai des Cross Climat depuis 2015. Donc j'étais un des premiers à les mettre. On m'avait demandé de faire un retour d'expérience. Donc les premiers, j'en étais assez content parce qu'il y avait un petit peu de neige. Je suis en Île-de-France. Maintenant, il n'y a plus jamais de neige. Il fait pas souvent en dessous de 7 degrés. Et donc, du coup, moi, j'ai constaté qu'on consomme quand même 0,5 litres de plus, là, sur une Prius 3. D'accord. Et que, en fait, alors, c'est pas forcément bruyant, mais c'est plus rugueux quand même quand on roule. Au niveau, on peut dire rugueux. J'ai constaté aussi qu'à chaque fois, on me disait que les pneus Michelin se déformaient, donc j'ai changé, je suis sur Goodyear maintenant. Et donc, en fait, là, c'est pour dire que maintenant, je suis vraiment en pneus été. C'est confort de roulement, c'est quand même plus agréable. Ça consomme moins. Là, je suis sur 4,7 litres, même sur autoroute avec la Prius. Et voilà, c'est pour... Donc, alors, retour d'expérience sur les pneus 4 saisons. Non, mais c'est bien. En fait, il n'est pas d'accord avec vous à cause de ça. Ouais, enfin, nous c'est vrai qu'on parle du 4 saisons parce que c'est la solution, entre guillemets, de facilité pour ceux qui habitent dans des régions où l'hiver, il peut y avoir effectivement une obligation d'avoir un équipement adapté. Voilà, exactement. Là, votre retour d'expérience à vous depuis 2015, donc on peut considérer quand même que vous avez fait le tour de la question, c'est que c'est moins bien un pneu 4 saisons. Mais c'est vrai, c'est à partir du moment où c'est un compromis, c'est forcément moins bien qu'un pneu spécialisé. Un 4 saisons, sur la neige, il va être moins bien qu'un pneu hiver, et sur la route, il va être moins bien qu'un pneu été. Ça me paraît d'une évidence totale. Donc, c'est une vraie question qu'il faut se poser au départ. Est-ce que j'ai
réellement besoin d'un 4 saisons. Dans votre cas, non. Vous êtes en région parisienne. Bon, voilà. Alors, comme vous disiez, bon nulle part et moyen partout. Maintenant, moi, je me rends compte, quand on regarde les voitures en Ile-de-France, il y a, on va dire, 60% qui ont des cross-climat, enfin des 4 saisons, pardon, pour pas donner de marque. Et moi, je travaille dans une administration et tous les engins sont en 4 saisons, alors que quand il pleut, c'est une catastrophe. Quand ils ont fait un petit peu de kilomètres, enfin, on va dire un cinquième de de leur durée de vie, ben ça glisse quand il pleut, c'est vraiment pas bien, quoi. Mais bon, par contre, ça évite de changer les pneus l'hiver, l'été, tout ça. Bon, vous avez fait un retour à Michelin de cette expérience ? Moi, j'ai fait un retour à Michelin sur les déformations des pneus et j'ai jamais eu de réponse. Donc après, non, j'en ai pas fait. Vous n'avez pas testé les cross Climate, c'est comme ça qu'on dit 2, parce qu'en fait Climate. Le 2 a beaucoup progressé par rapport au premier. Donc en termes par exemple de freinage sur le mouillé, moi je les ai testés, donc je peux vous dire, on les a testés sur les pistes d'essai Michelin. En termes de freinage sur le mouillé, c'est pratiquement équivalent à un pneu été, dans les mêmes circonstances. Donc alors j'ai pas testé sur la neige, puisque ce jour-là il n'y avait pas de neige à Clermont-Ferrand. Il n'y a plus de neige de toute façon. Voilà, mais dans d'autres situations on était approchant. Effectivement, avec un handicap qui reste, c'est une consommation plus élevée. Ça, on peut y faire ce qu'il veut, on peut faire ce qu'on veut. On aura une consommation un peu plus élevée et puis un niveau de bruit un peu plus élevé également, parce que le pneu a des lamelles, donc ça fait plus de bruit. Alors j'ai un ami qui a acheté ça sur un X300 et il est dégoûté. Ça fait un bruit qui est assez mélomane. Ça fait vraiment plus de bruit. Il en mettra plus, quoi. Ouais. Bon, retour d'expérience. Non, mais c'est bien. On posera la question à Dominique S. Et d'ailleurs, si vous l'acceptez, David, on pourrait reprendre votre témoignage et en parler avec Dominique pour expliquer, ou peut-être même de quelqu'un chez Michelin, directement. Bien sûr. Parce que c'est vrai que comme je disais, les administrations, ils en mettent partout parce que ça évite de changer les pneus. Ça fait entre l'été et l'hiver. Merci beaucoup. On vous embrasse fort et passez un super week-end. Merci. Vous pourrez faire une réaction, j'avais mis sur le texto, sur les grandes tailles de pneus électriques et hybrides. Pourquoi toutes les voitures ont des grandes tailles maintenant ? Parce que sur les Prius, par exemple, maintenant les plus petites tailles c'était les 15, maintenant c'est les 17. Et pourquoi maintenant toutes les voitures électriques et hybrides ont des pneus à très très grande taille ? Est-ce qu'il y a une raison ? Alors bon, déjà excusez-moi. Non, mais je vous en prie, parce que les pneus ont progressé en matière de résistance au roulement. Donc aujourd'hui, un pneu de 17 pouces, qui n'est pas gigantesque. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des voitures qui sont équipées en 21 ou en 23 pouces sans problème. Donc un pneu 17 aujourd'hui en matière de résistance au roulement, il a fait des vrais progrès. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que souvent, alors pas sur une Prius, mais il y a des voitures qui ont des systèmes de freinage. Vu que les voitures sont plus lourdes, les systèmes de freinage doivent être plus importants, donc ils sont plus grands, avec un disque plus grand, et donc il faut une jante plus grande. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et puis après, en dernier, il y a l'esthétique qui fait que sur certains modèles, c'est vrai, on préfère, pour bien occuper les arches de roue, avoir des roues plus grandes. Mais il y a des constructeurs qui font qui proposent une option minorante, c'est-à-dire que sur une Prius, vous pouvez demander la taille de jante en dessous quand vous l'achetez. Merci beaucoup, David. La 2023, on va devoir y aller, David. Pas la dernière. On va devoir y aller. Pas la dernière, parce qu'elle a des freins plus gros. Et vous avez vu Bastien, un grand il faut y aller. Bastien qui m'embête un peu. Voilà, il met tous les sons qu'il peut. À bientôt, David. Merci beaucoup. En tout cas. Merci, au revoir. On vous embrasse et on vous recontacte dès qu'on peut parler de votre sujet avec quelqu'un de chez Michelin. On vous embrasse fort. Allez, dans quelques instants, place aux 50 ans de l'Alpine. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et tout de suite, on va fêter un anniversaire. Il y a 50 ans, Alpine remportait le championnat du monde des rallyes. Et pour ce faire, on a The Mr. Rally avec nous, Bernard Darniche. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour, bis à tous les deux. Oh, quel bonheur. Bon, alors nous, il y a 50 ans, on n'était pas nés quand Alpine a remporté le championnat. Ça fait un drôle d'effet quand on dit les 50 ans d'Alpine. Ça fait bizarre. Par contre, vous, Bernard, vous étiez dans la voiture, vous étiez dans l'équipe Alpine au moment du titre. Championne du monde. Voilà, on peut faire un tout petit peu d'histoire, mais très courte. En 1973, Jacques Chénis, qui était notre patron adoré et qui l'est toujours d'ailleurs, avait décidé qu'on ferait, nous, le championnat du monde, qu'on ferait l'équipe de base. Jean-Luc Terrier, paix à son âme, il n'est plus avec nous.
il est parti bien trop tôt, Jean-Pierre Nicolas et moi-même. Donc c'était l'équipe de base avec nos 3 coéquipiers évidemment, et on s'est appuyé le championnat du monde, et les rallyes à l'époque étaient extrêmement longs et contraignants, il y en avait une dizaine à se faire. Je me rappelle très très bien, mon épouse elle venait à Orly, on changeait de valise, je repartais dans l'autre sens, c'était 15 jours à la maison pour l'année. Vraiment on s'est bougé le cul pour ce titre de champion du monde. Toute l'équipe de mécaniciens a été solidaire, ça a été un bonheur parce qu'il y avait une énorme ambiance, et puis être sanctionné par un titre de champion du monde alors qu'on débutait. C'était le premier, jusqu'avant. Avant c'était le championnat des marques, et là c'était le premier championnat du monde. Tout était balbutiant, c'est un autre monde. Le championnat du monde pilote n'existait quasiment pas, il n'y a pas de programme, rien n'était structuré. En fait, on était les pionniers de ce qui a aujourd'hui, ce qui nous met devant le pif, quoi, le WRC et compagnie, avec ses limites et ses défauts. À l'époque, c'était bien compliqué quand même d'être champion du monde, parce que d'abord c'est Jean-Luc, je sais pas toi je vais le dire, les voitures n'étaient pas fiables comme maintenant, donc pour finir un rallye il fallait déjà savoir gérer, et puis les kilométrages d'épreuves étaient immenses, donc il fallait gérer quoi. Ouais. Alors, en plus, à l'époque, la concurrence était sévère. Il y avait Lancia qui était le champion en titre, il y avait Fiat, il y avait Ford, il y avait Datsun, il y avait Volvo, il y avait des Porsche privés. Enfin, il y avait un monde. Qu'est-ce qui a fait en fait la supériorité d'Alpine? Alors, tout le monde connaît aujourd'hui la A110 d'époque, la berlinette, mais qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette auto? Alors, je crois que sa supériorité, il y a deux grandes idées derrière tout ça. L'idée centrale, c'est une cohésion d'équipe avec une équipe définie, déterminée, puisqu'il n'y avait pas de programme déterminé. Jacques Chénis avait compris ça et il avait dit, vous trois, vous allez faire le championnat du monde et vous allez faire le championnat du monde pour que nous soyons champions du monde. Je ne veux pas d'action personnelle. D'accord. Donc il n'y avait pas de consigne de course, il n'y avait pas de leader dans l'équipe. Chacun roulait à sa main pour essayer de faire le meilleur résultat. On était assez grand pour savoir quel était le mieux placé dans cette épreuve et tout faire pour qu'il gagne. Et puis qu'on puisse enlever les points aux autres. Donc il fallait finir, évidemment. À chaque fois qu'on prenait une place, c'était une place de la concurrence qui n'était pas susceptible de marquer des points. Je pense que c'est ça. Et puis l'autre paramètre énorme, et qui est toujours en valeur aujourd'hui avec la A110, la nouvelle, c'est son poids. On avait une voiture, il y a des épreuves comme la Corse par exemple, où on avait des voitures ultra légères, on est descendu jusqu'à 550 kilos. Oh, ah oui. Oh, c'est des plumes. Ah oui, c'est presque l'équipage qui est le plus lourd dans la voiture. Enfin non, parce que vous avez une taille jockey. Mais... Avec des limites, c'est qu'on savait que si on tapait, on n'était pas bien, quoi. Ah oui. Aucune protection, on était comme sur une moto, exactement pareil. On savait que si on tapait, on était au minimum très mal, quoi. On le savait, mais ce poids polyester, il n'y avait pas de voiture en polyester en composite à l'époque. Donc le génie de Jean Redley, ça avait des pièces de série, moteurs de série, boîtes de série, pièces de série, donc accessibles en prix, et en faire une voiture ultra compétitive par son faible poids. C'était ça le secret du championnat du monde d'Alpine en 73. C'était pas autre chose. Vous qui avez conduit tout un tas d'autres voitures de rallye, vous la situez comment l'Alpine, enfin la berlinette d'époque? Ça avait l'air, en tout cas, assez fun à conduire. Quand on voit les images, on regardait la route toujours par la vitre latérale et jamais par le pare-brise. Oui, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'ai suivi l'évolution des voitures et c'est un grand bonheur d'ailleurs d'avoir travaillé avec les ingénieurs et d'avoir collaboré. Quand on est arrivé, rien n'existait, il n'y avait pas d'électronique et on est arrivé, on a inventé le turbo et le turbo. À cette époque-là, c'était une seconde de temps de réaction quand on levait le pied, une seconde de temps de réaction quand on envoyait le mélange. Donc c'était quelque chose d'impossible à conduire. On a inventé les ABS, les antipatinages, tout a été inventé, comme on dit, à la plume et au couteau. Ce qu'on a inventé tout à l'heure, vous parliez des pneus, les pneus labellisés, c'est moi qui ai inventé ça avec une équipe de Michelin, par moins 25 en haut du Turini, on les a labellisés pour faire monter la température des pains de gomme. Génial. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc on était les pionniers des performances automobiles modernes quelque part. C'est génial. Alors la 110, vous m'avez pas dit à conduire l'ancienne, que c'était comment? C'était. Puis d'abord, elle avait une gueule complètement innovante, novatrice. Personne l'a oublié, ça c'est clair. Moi, je bavais devant cette voiture. Jamais j'aurais imaginé quand j'ai commencé à courir. Non, jamais. Puis alors en plus intégrer l'équipe officielle.
comme on dit, je me tenais à carreau. Hein. Je me faisais pas remarquer par les carreaux du damier. Ouais, mais pourtant, on a le sentiment qu'il y avait une bonne ambiance dans l'équipe. C'était un peu festif. Moi, j'en avais parlé à l'époque avec Jean-Luc Terrier, qui me disait, oui, bon, la veille au soir, souvent avant même les épreuves spéciales, il nous arrivait d'aller au resto, de boire un coup, quoi. Ah oui, oui. Enfin, moi, j'étais dans une autre logique, puisque j'étais coureur cycliste 5 ans avant quand même. Hein. Donc, je sortais d'une rigueur. Une discipline, rigoureuse. Voilà, donc j'étais très copain avec eux. Évidemment, c'était mes frères. Je vais raconter un truc quand même pour vous donner la cohésion de l'équipe. Moi, je suis arrivé, j'étais... Pour quelle raison? Je n'en sais rien, extrêmement vite, tout de suite sur l'asphalte. Puisque ma première victoire au Tour de Corse avec une Alpine, 12 épreuves, 12 temps scratch. Wow. On dit la Mercedes, hein. Voilà, 12 fois Androuet derrière, qui était la référence sur l'asphalte à l'époque. Mais j'étais très vite sur l'asphalte et ils se sont tout de suite rendus compte que j'avais un petit gap de performance sur le glissant, la terre, etc. Eh bien, Jean-Pierre Nicolas, pour vous dire à quel point il n'y avait pas de concurrence entre nous, comme j'avais été coéquipier pendant un certain temps, il me prenait comme coéquipier pour me montrer les subtilités du pilotage sur la glisse. Ah, c'est incroyable. Ouais, on n'imagine pas ça aujourd'hui. Un pilote, il a ses secrets, il les garde. Il faut le dire. On était mais soudés tous les trois. Je me rappelle un retour du rallye du Portugal où j'avais mal géré une crevaison. J'étais en tête, j'ai pas gagné, mais c'est Jean-Luc Terrier qui a gagné. On était tous les trois sur un avion de la TAP, la compagnie portugaise, et à l'époque, on était payé avec des dollars. Et on avait l'impression, on se partageait. Il y avait quatre petits tas, un tas pour les mécaniciens, un tas pour l'équipage. J'avais l'impression qu'on venait de faire une banque. Et en parlant de mécaniciens, on a Stéphane qui est souvent avec nous sur l'émission par la page Facebook de Sud Radio, qui dit que son papa, lui, était le mécano de Alpha. Oui, mais c'est une époque, hein. C'est une époque. À la même époque que vous, hein. Ouais. Oui, mais oui, c'est une époque parce que on a, comment dirais-je, c'est un mot que je ne veux pas m'accaparer seul, mais on a inventé l'automobile moderne, l'automobile performante moderne, y compris la sécurité pour monsieur tout le monde. Parce qu'à force de se prendre des pains dans la tronche, d'aller à l'hôpital chez le professeur Le Tournel pour qu'il nous raccommode les jambes, les bras et compagnie, les ingénieurs ont travaillé sur la sécurité passive. En tout cas, c'est un joli moment que vous partagez avec nous. Bernard, on peut vous inviter à venir nous retrouver prochainement en studio? Quand vous serez parisien, la porte est grande ouverte. Alors, pas tout à fait parisien, 92, Hauts-de-Seine, on n'en dirait pas plus, et une partie dans le sud. Voilà. Bon. Malheureusement, vous avez eu un petit accident à vélo, vous êtes fait renverser par une voiture, et vous ne serez pas donc au grand rassemblement qui aura lieu dimanche prochain à Dieppe. C'est pas pour ça que je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que entre guillemets, il y a pas d'aigreur, je m'en fous de tout ça, quoi. Mes potes, c'est mes potes. Mais la direction générale d'Alpine, qui sont certainement des jeunes cadres dynamiques extrêmement performants, n'ont rien compris à la marque Alpine et n'acceptent pas de nous reconnaître parce qu'on leur a apporté un titre de champion du monde. On n'est jamais invité. Quand j'ai fait des quantités de sujets TV et de presse, je prends ma voiture personnelle. Je peux pas avoir une voiture. Parce que vous roulez en Alpine aujourd'hui, il faut le préciser encore. Je fais des sujets, des reportages qui sont des publi-reportages pour la marque Alpine. Et vous n'êtes jamais invité, ne serait-ce qu'au titre de champion du monde, quoi. Ah, mais jamais. Bon, Bernard, nous on vous invitera nous on vous invite, la porte est grande ouverte. Au titre de Bernard Darmiche. Et puis on dit où les cornes à Alpine, alors. Voilà, et puis on vous aime, Bernard. Soignez-vous. Je ne veux pas, c'est juste de l'ignorance. Soignez-vous bien, Bernard, et on vous aime très fort, nous, et vous serez toujours le bienvenu à la maison. Et moi, je vous embrasse très tendrement tous les deux. Et vous êtes nombreux à l'aimer, parce qu'il y a pas mal de réactions. Allez, à suivre pour notre rendez-vous. On va parler de Sam qui a composé le 0826 300 300, qui a une question à poser. Vu qu'on a du temps, parce qu'on déborde pas. Non. Quand je passais mon permis de conduire, j'avais mon meilleur copain de l'époque. À chaque fois que je revenais du cours de conduite, il me disait alors Darniche ou pas Darniche? Excellent. Bon, allez, on n'a pas débordé du tout, mais on accueille Sam, il est au standard, il nous attend au 0826 300 300. Un énorme câlin, notre ami Bernard, et soignez-vous bien. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto,
Quelle auto choisir? Et vous êtes nombreux évidemment à nous écrire pour poser votre question, être aidé des conseils de l'ami Jean-Luc. Vous nous écrivez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet du mail. On récupère vos mails. Vous avez été nombreux d'ailleurs à nous écrire. On va sans doute vous contacter dans les jours à venir. D'ailleurs, Sam est avec nous au 0826 300 300. Autre façon de nous rejoindre. Salut Sam. Bonjour. Bonjour Sam. Comment ça va? Bon, écoutez, ça va bien. Il fait plutôt une belle journée. Il y a un petit peu de soleil. Vous êtes où? Je suis près de Chartres. Ah, d'accord. Ça va. Ah oui, c'est vrai, plus à l'ouest. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. Ouais, j'ai eu ma maman en Normandie, il pleuvait vache qui pisse ce matin, donc ça dépend. Voilà. Nous, on veut de la pluie pour les Pyrénées-Orientales et l'Hérault. Voilà, Ouais. et tous les départements qui sont un peu en sécheresse. On vous écoute. Eh ben, je voulais vous parler de mon expérience, c'est-à-dire que j'avais une petite Dacia Sandero que je voulais changer. Oui, parce que vous m'avez dit, c'est pour loger 2 petites princesses. Vous Voilà, avez besoin tout à de plus de place. Tout à fait, parce qu'à l'arrière, elle donnait des bons coups de pied dans le siège. Alors, je suis assez grand, donc le siège est plutôt reculé. D'accord. Et en fait, elle donnait pas mal de coups de pied, pas volontairement, mais parce qu'elle n'avait pas beaucoup de place. Donc vous avez fait le tour des concessions, il y a plusieurs véhicules qui ont retenu votre attention, et puis il y a surtout une marque qui vous a pas ouvert les portes en grand, et là je suis un petit peu surpris quand même. Moi aussi, en fait, j'étais étonné. Je suis allé chez Kia, à côté de chez moi. L'essai... alors, j'ai essayé le Sportage, j'ai essayé le nouveau Kia Niro. Et puis le Kia Niro me semblait bien parce qu'il y avait beaucoup d'espace au final à l'intérieur. Ouais, c'est ça. La voiture est assez compacte. Oui, la voiture est compacte. Et puis, il y a beaucoup de place à l'arrière. C'est le gros avantage. Si vous êtes grand et que vous avez besoin de reculer le siège, c'est effectivement un atout de cette voiture. Bon, après, le coffre n'est pas gigantesque, mais ça permet d'avoir presque un espace de limousine dans une voiture qui est assez compacte. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Kia? Vous semblez être déçu? Donc, alors, déjà, j'ai été étonné parce que... étonné, oui et non. On fait l'essai à 2 avec le vendeur, donc on fait le trajet qu'il me dit. Bon, moi, ça m'a un peu embêté parce que j'aime bien tester, par exemple, si on sent les aspérités de la route, comment elle freine, comment elle accélère. On revient à la concession. Il y a le moment où on se met d'accord sur le prix. Et puis, je commence à ouvrir la discussion sur une possible négociation. Là, elle coupe court, elle dit voilà, c'est le prix. Bon, ok. Elle me dit on va laisser le temps. Peut-être que c'est un jeu de négociation, faut pas précipiter les choses. Voilà. Ouais. Et puis, je me suis dit un concessionnaire à Chartres, c'est pas le même que celui qui est un peu plus loin. C'est pas la même concession, même si c'est la même marque. Donc, on va essayer de faire jouer le prix. Chose que j'avais déjà fait pour la Dacia et qui m'avait réussi. Ah oui, vous aviez réussi chez Dacia, parce que chez Dacia, justement, comme les marges sont très faibles, en général, on n'a pas de grosse réduction. Hein. Et là, vous aviez réussi pour accélérer un peu l'histoire, Sam, parce qu'on arrive en fin d'émission. Excusez-moi de vous bousculer. Donc, je suis allé un peu plus loin. J'ai fait une demi-heure de route. Et en fait, là, on m'a dit, non, ils vous ont déjà fait une belle offre. Nous, on va pas s'aligner, on va pas faire moins, on fera rien de plus. D'accord. Ouais, vous en avez même fait un troisième. Ouais. Et j'en ai fait un troisième. Là, j'ai fait 1 heure de route. Oh là là. Et là, en fait, pareil. Bon, on les oublie. Donc, alors en fait, c'est Kia qui veut pas faire de réduction. Voilà, c'est ça. Alors, je vais essayer de savoir pourquoi sur le Niro, il n'y a pas de possibilité. Après, je vous enverrai une réponse. La première concessionnaire, régulièrement, elle a essayé. Bon, après, elle a repris contact avec moi pour savoir où on en était dans le dossier, tout ça, en me disant que, avec les hausses des tarifs et les coûts des matières premières, fallait grosso modo vite saisir l'opportunité car il y allait y avoir des hausses de tarifs. Sam, j'aimerais que vous nous parliez des autres parce que vous avez fait aussi Ford. Ouais, vous hésitiez avec un Ford Kuga. Et Renault. Et a priori, eux, ils vous ont donné satisfaction. Non, mais moi, je vais vous donner un avis avant. Le Kuga, vous l'avez vu, il y aura moins de place que dans le Niro pour l'arrière. Si vous êtes grand et que vous reculez le siège, vos filles vont quand le siège est reculé, il y a quand même pas mal de place. Oui, il y a de la place, mais moins que dans l'Austral, par exemple, puisque vous avez hésité aussi avec un Renault Arcana et un Austral. Un Austral, c'est bien, hein. C'est confortable, ça a plein de qualités, un Austral. Alors du coup, vous avez envie d'acheter quelle voiture? Là, je me suis quand même bien avancé pour le Kuga parce que il y a l'espace.
En Ouais. deuxième rideau, il y a ça a le 85. Ah oui, c'est ça, oui, ce que j'allais vous dire. Donc, L'avantage du Ford par voilà. rapport à tous ceux que vous m'avez cités, c'est qu'effectivement, il est flex-fuel d'origine, et même si le carburant est désormais à un peu plus d'1 euro, 1,10 €, ça reste quand même très intéressant financièrement au niveau du plein. Et vous avez commandé neuf? Oui, parce que en fait, j'ai eu tellement de galères avec des véhicules d'occasion que je ne veux plus. J'en ai assez de galérer avec le véhicule. À un moment, c'est la batterie, à un moment, c'est une bougie, à un moment, c'est je ne sais quoi. Après, quand j'ai... Avec votre Sandero, vous avez eu des soucis? Je suis étonné quand même. Alors, avec la Sandero, j'ai eu des soucis, mais c'était sous le coup de la garantie, donc ils m'ont changé toutes les pièces qui étaient défectueuses. D'accord. Ok. Donc, là, en fait, j'ai fait les révisions bien chez le constructeur, et un jour, je leur ai dit, il y a une fuite, ils ont regardé. Bon, ils n'ont pas trouvé l'origine, ils ont appelé le technicentre, et le technicentre a dit, on change tout. Et ils ont tout changé. Bon, écoutez, c'est déjà ça. Alors, je vais quand même savoir pourquoi il n'y a pas de marge de négociation. Ça se trouve, c'est une politique du constructeur sur ce modèle-là. Je reviendrai vers vous pour vous dire, c'est toujours bien de savoir, même si vous avez acheté un Kuga, et puis ça intéressera Kia de savoir que vous achetez une Ford, qu'ils ont perdu une vente. En général, vous savez, ça leur coûte très cher de faire des enquêtes pour savoir quand les gens hésitent entre plusieurs modèles, pour savoir ce que finalement ils ont pris et pour quelles raisons. Donc là, ils payent, et là, je vais leur ramener une info en leur disant c'est juste que voilà, vous avez une offre commerciale qui n'est pas satisfaisante puisque il n'y a pas eu de négociation. Donc, on vous tiendra au courant, Sam. Je vous tiens au courant, Sam. Merci beaucoup, et puis c'est un bon choix quand même, parce qu'en plus vous roulerez pour pas cher. Puis Ford Kuga, il est bien. Oui, il est bien, il est très joli. Bien, très bien. On vous embrasse et on passe un bon week-end avec vos princesses. À vous aussi. Au pluriel. Merci Sam, au revoir. Merci, au revoir. On va faire maintenant un petit tour d'horizon de l'actualité de cette semaine. Sud Radio, on parle auto. Avec, entre autres, une actualité qui touche, on l'a entendu, tout ce qui va concerner la production européenne, puisque le bonus automobile va les favoriser. Oui, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, vous le savez, c'est lui, qui a annoncé jeudi. Alors, il présentait le plan Industrie verte à l'Élysée, et il a annoncé que les règles d'attribution du bonus écologique seraient modifiées pour tenir compte, alors on a dit, de l'empreinte carbone de la production du véhicule. Bon, c'est un grand mot, derrière se cache plein de choses. La vraie raison, c'est un certain protectionnisme pour éviter de continuer à financer les voitures chinoises. Vous savez aujourd'hui que l'attribution d'un bonus écologique, on parle principalement des voitures électriques, on peut obtenir 5 000 € si la voiture pèse moins de 2,4 tonnes et si elle a un prix inférieur à 47 000 €. Tout ça étant limité à 27% du prix du véhicule. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais on va dire qu'en gros, on a 5 000 € de bonus sur tous les véhicules, y compris les véhicules chinois, les MG qui se vendent très bien. Aujourd'hui, c'est 40% des bonus attribués aux voitures électriques qui partent sur des voitures faites en Chine au niveau de la batterie. Voilà, c'est le cas de la Dacia Spring, d'ailleurs, entièrement faite en Chine. Spring fabriquée complètement en Chine. Alors, donc elle n'aura plus de bonus normalement. Alors, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce que de dire l'empreinte carbone, ok, d'accord. Pour l'instant, on fabrique, je vous le rappelle, 0 cellule de batterie en France. Donc, et en Europe, c'est pareil. Donc, tant que les usines de production qui viennent d'ouvrir, d'ailleurs, tiens, c'est une autre info de la semaine, le Taïwanais, la Prologium, qui va s'installer à Dunkerque, il y a 5,2 milliards d'euros qui vont être débloqués d'ici 2030 pour construire la fameuse usine. À la clé, c'est quand même 3 000 emplois directs et 6 000 emplois indirects, donc c'est quand même très bien. Pour l'instant, ils ne produisent pas de batterie. Donc, dire on va modifier le bonus rapidement, puisque ça serait effectivement pour la fin de l'année, donc on démarrerait 2024. Pour l'instant, on n'a aucune batterie faite en France. Donc comment vous faites le bilan carbone en achetant des batteries à l'étranger? Parce qu'on sait que sur une voiture électrique en production, le principal du bilan carbone, c'est la batterie. Et quand on dit la batterie, en fait, c'est les cellules de la batterie. C'est pas le il y a de l'assemblage qui commence à être fait. Oui, l'assemblage est fait en France, mais là, c'est la production des cellules qui est problématique en termes d'environnement. En tout cas, après, ça part quand même d'un bon... Joe Biden le fait aux États-Unis. Oui, mais eux, ils ont de la production locale. C'est ça le problème. Nous, on n'en a pas. Mais oui, mais c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs d'annoncer ça. Vous voyez. Soit on aurait dit les voitures qui sont pas fabriquées en France, pas de bonus, ou pas fabriquées en Europe, pas de bonus. Mais là,
c'était pas possible, l'Organisation mondiale du commerce ne laisserait pas faire une chose comme ça. C'est vraiment du pur protectionnisme. Donc vouloir le dissimuler derrière le bilan carbone, c'est un peu, c'est un peu risqué, je trouve. Et on conclut avec une analyse de Car Vertical. Les voitures d'occasion les plus chères sont aussi celles dont les compteurs sont le plus souvent trafiqués. Car Vertical, ils sont spécialisés dans l'historique des véhicules d'occasion. Et bon, selon cette société, 9,6% des voitures contrôlées en France sont concernées par une fraude au compteur kilométrique. Bon, si globalement les voitures qui coûtent moins de 5 000 euros sont moins touchées, celles entre 5 000 et 20 000 euros sont beaucoup plus susceptibles de voir leur kilométrage bricolé, et c'est encore pire pour les véhicules qui coûtent de 45 000 à 60 000 euros. Là, sont presque 15% des voitures qui possèdent un compteur trafiqué. Bon, c'est une tromperie, ça altère considérablement la valeur résiduelle de la voiture. On se consolera en se disant que la fraude est bien moins importante qu'en France, qu'en Allemagne ou dans les pays de l'Est. Bon, c'est une maigre consolation. Et puis pour revenir sur le Taïwanais là, qui ouvre son usine de batterie, ce qui est le plus intéressant, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est qu'ils vont construire ce qu'on appelle des batteries solides. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas solides, ça veut dire que là, on remplace l'électrolyte liquide par une électrolyte, par un solide, et ces batteries ont l'avantage d'une beaucoup plus grande sécurité, d'une vitesse de charge beaucoup plus élevée, d'une durabilité accrue, et surtout d'une densité énergétique supérieure. Affaire à suivre, et ça, on en reparlera. Voilà. Je vous expliquerai ce que c'est que les batteries solides bientôt. Un petit tour là-bas. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. Eh bien, avec plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine. Avec plaisir. Quant à nous, on parlera des fraudes au contrôle technique, comme on vient de parler des fraudes au compteur. Allez, allons-y. Et puis nous, on vous laisse maintenant avec l'équipe de Invino sur Sud Radio. Et puis cet après-midi, vous avez nombre d'invités et puis nombre de rendez-vous, dont bien sûr le Sud Radio Rugby avec François Trio et Alexandre Priam, avec des matchs évidemment qui seront à partir de 15h à vivre en direct sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.